Oui. Excusez-moi de vous déranger, Félix, mais on a repéré une potentielle recrue. Fille de journaliste, elle essaye de prendre la suite de son père après sa disparition. Très bien, très bien. Commencez la phase de surveillance. Et aussi, Havana a disparu. Elle ne répond plus à aucun de nos canaux de communication. Merde! Et la plupart de nos agents sont occupés ailleurs. Pas le choix. Activer les agents Raid, Willy et Renard. C'est notre seule solution. Bien, ce sera fait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 24e épisode du podcast du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel réalistes et on genre tout au féminin ou au neutre quand on y pense. Bonjour Célène, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va. Bonjour à toi aussi, Alice. 2 ans d'émission, ça y est, aujourd'hui. C'est le 24e épisode. Que d'émotion. On est très émotionnés, comme disent les inconnus. J'espère d'ailleurs que pour fêter le début de la 3e saison, vous ferez cette chose unique qui est de vous refaire l'intégrale et d'écouter un épisode par jour jusqu'au 25. Oh, c'est une bonne idée, ça, effectivement. Ah ouais, carrément. Très belle rétrospective. Ah oui, là, ça promet. Je n'y pensais pas du tout, mais ouais, excellent. Je vais répondre un peu plus largement à ta question. Ça va bien, mon temps de sommeil est considérablement réduit par Hollow Knight Silksong, mais à part ça, ça va très bien. Et toi, du coup, comment vas-tu ? Moi, je reviens de 8 jours dans le sud de la France, où je suis Rechargé émotionnellement. rechargé, voilà. Je me sens vivante. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Tu as joué à 2 Adelphes, il faut le dire aussi. Aussi, oui, effectivement. J'ai pu playtester 2 Adelphes. Ouais. C'était très très cool. Deuxième playtest, et les règles fonctionnent. Il y a eu très petits ajustements après votre partie, mais il y en a toujours. J'en profite, je fais ma pub. J'en profite si vous êtes dans le sud, dans les environs de Marseille, les samedis 27 et surtout dimanche 28 septembre, eh bien venez à la foire de Marseille. Je serai au Palais des Jeux et je ferai des parties de 2 Adelphes le 28. Bon, je l'aurai aussi le 27 si jamais il y a des amateurismes. Donc n'hésitez pas, je vous attends avec plaisir. J'aurai même un t-shirt du bruit derrière l'écran, c'est quand même la classe. On en parlait, je sais plus quel épisode, dans la saison 1, on disait un jour on fera des t-shirts et tout. Et ben c'est fait. De toute façon, il fallait bien que ça arrive à un moment. Hein. Bah oui, c'est-à-dire là, forcément, il fallait bien. Quoi de neuf de ton côté sinon ? À part ça, rien de bien nouveau. Voilà. J'ai testé pas mal de jeux de rôle ces derniers temps. C'est cool. C'est assez cool à ce niveau-là. Sinon, non, rien de particulier autre que cela. Juste avant la question, je rappelle tout de même un petit élément, parce que j'avais dit que j'en reparlerai dans cet épisode. Là, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, donc le 25 septembre, je vous rappelle que les épisodes sortent le 25 de chaque mois, sauf cas d'Apocalypse, ce qui n'est pour l'instant pas arrivé. Mais bon, l'Apocalypse est toujours proche, j'ai envie de dire. Oui, et toujours maintenant. Pourquoi c'est un Powered by the Apocalypse dont on va parler aujourd'hui ? Bon, bref, je reviens à ce que je disais. Donc, depuis 3 jours, depuis donc le 22 septembre et jusqu'au 15 octobre, il y a le financement participatif sur Game on Tabletop, de la licorne d'abondance, le chat sur la table. Vous commencez à connaître les poncifs de l'émission. Donc, le scénario sans système adapté, mais bon, compatible 5e édition de Donjons & Dragons et OSR de Kaitor et Tollcraft et Gogots au dessin.
Depuis, j'ai reçu le press kit, donc qui consiste d'un joli document Word qui détaille beaucoup plus de choses, donc j'ai plus de choses à dire que l'autre fois, et il y avait aussi une petite quinzaine de portraits, je crois, ou une vingtaine de portraits. Je ne les ai pas comptés, je préfère le dire en toute transparence, je n'ai pas compté. Si vous voulez, je le fais en temps réel, vous allez voir, ça va vraiment tout changer. Eh bien, vous saurez qu'il y a... j'enlève la couverture, j'enlève le titre, vous saurez qu'il y a 9 portraits, pardon. Il y a 14 éléments en tout, 9 portraits. Ce qu'on sait maintenant de plus, j'ai pas spécialement préparé cette section, je voulais le faire, mais Silksong est passé par là. Encore une fois, c'était terrible. Je n'ai pas continué à lire le jeu pour le mois prochain, ni le jeu pour le mois de décembre. Je suis vraiment happé. Hornet a pris mon âme, c'est comme ça. Et mon chat fait toujours un bordel sans nom. Parce qu'il est jaloux, parce qu'il peut pas te prendre ton âme, du coup, qu'elle est déjà prise. Bon, il l'a conquise depuis longtemps. Donc, la licorne d'abondance, c'est une aventure de 3 à 6 heures. Donc, a priori, une session de jeu, une grosse session de jeu ou 2 petites sessions de jeu. Le jeu s'adresse à tous. L'accent est mis sur les désirs de la table et une grande liberté, que ce soit de ton ou d'action. De ce que j'ai lu, du coup, il y a eu un certain nombre déjà de playtests et aucun playtest n'a ressemblé à aucun autre. Donc que ce soit Tollcraft, Skytor ou peut-être même Gogot, je ne sais pas s'il a masterisé ça, c'est possible, après je n'en sais rien, puisque je sais qu'il a été quand même mis dans le processus créatif assez vite. Donc c'est possible qu'il ait masterisé ça, mais quand ils ont ensuite fait des comptes rendus ou même par rapport aux autres parties qu'ils ont faites, aucune partie ne ressemblait à aucune autre. Donc c'est la promesse de, je vais pas dire aventure à la carte parce que j'aime pas du tout cette façon de dire ça, mais de scénario modulaire. C'était les mots employés par le Kickstarter. Par le Game on Tabletop, du coup, me semble assez prometteur. On a aussi des informations sur le prix. C'est quand même important de voir le prix. Ce n'est vraiment pas excessif et c'est une volonté totalement assumée par Tollcraft. Je vais donner les prix, puis je vais parler un petit peu plus de ça, en sachant qu'après il y a des choses à débloquer, donc je vais pas rentrer dans le détail technique, vous irez voir. De toute façon, le jour où vous entendrez cet épisode, le financement participatif aura déjà commencé et toutes ces informations, vous les aurez déjà. Mais bon, sachez tout de même que voilà, le PDF tout seul est à 9€. Sachant qu'on est sur du 60 pages au moins, puisqu'il pourrait y avoir des illustrations en plus. 60 pages en A4, police 12, je peux tout dire. L'édition physique, c'est 24€, avec le PDF offert, ça va de soi, voilà, naturellement. Il y aura des exemplaires à prix réduit, pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer tout, donc il sera... alors, je pense que c'est à 4€, un prix réduit, entre parenthèses 4€, je ne sais pas, je pense que c'est 4€ le livre. Ce qui est probablement un prix coûtant. Donc pareil, ça, en termes d'inclusivité et d'ouverture, c'est quand même vachement bien. Tiens, ça peut être intéressant, parce qu'on en avait un petit peu parlé pour Nécromanciens hérétiques, mais de nouveau, on va parler du fait que les IA ne sont pas employés dans la création, dans les illustrations, dans quoi que ce soit. Parce que c'est vrai qu'on l'a mentionné pour Nécromanciens hérétiques, mais on n'a pas plus abordé que ça, il me semble. Enfin, après, si ça t'intéresse, on n'est pas obligé d'ouvrir cette parenthèse maintenant. Si, tout à fait. C'est toujours un bon moment pour ce genre de parenthèse. Un des engagements, il y en a 3 autres, des engagements que je vais lire après, mais je vais m'arrêter vraiment sur ce premier-là. C'est pas d'IA générative, on est fiers d'écrire le texte nous-mêmes avec nos petits doigts et de faire travailler de vrais illustrateurs. On les implique d'ailleurs tôt dans nos projets afin que leurs pattes et leurs idées viennent influencer ceux-ci. Donc c'est ce que je disais, donc déjà, c'est hyper important, de façon générale, de faire participer l'illustrateur au processus créatif, parce que l'illustrateur a peut-être des super idées de mise en scène, mais qui colleraient absolument pas avec l'univers du jeu. Donc si on attend, on va dire, d'avoir un jeu fini pour démarcher un illustrateur, peut-être qu'on perd un esprit supplémentaire pour pousser la réflexion sur le jeu. Et peut-être qu'on passe à côté de trucs qui peuvent être très cool. Ça, c'est vachement intéressant, vachement intelligent de fonctionner comme ça. Maintenant, je ne l'apprendrai à personne, mais je pense que parfois ça fait du bien de dire des évidences. Il y a de plus en plus de projets, évidemment, toi, d'un point de vue personnel, je pourrais dire de jeux de tarot, par exemple. Mais j'ai vu aussi des jeux de rôle illustrés ou potentiellement écrits tout ou partie par des IA qui commencent à pulluler dans les crowdfunding.
c'est un peu la planque, hein. C'est-à-dire, j'arrive, je demande à une IA générative de m'écrire un jeu ou de me faire ou de me faire toutes les illustrations d'un truc. Donc, je n'ai pas besoin de faire grand chose au final. Alors, je précise bien le fond de ma pensée. Là, je parle d'un point de vue, je vais dire déontologique, d'accord ? Je suis pas sur un point de vue éthique, ok ? Oui. Moi, j'arrive, j'ai peut-être une idée, peut-être pas, ou alors peut-être que moi, je sais faire des dessins, mais j'ai pas vraiment d'idée de système, tu vois ? Admettons, tu vois, j'ai une partie des compétences que je veux. Mettons-nous dans ce cas-là. Donc, je vais parler de mon cœur, par exemple. Hein, voilà, moi, je sais absolument pas dessiner. Semble-t-il que je sache écrire des jeux. On en parlera un jour, je suppose. Clairement. Quand le jeu sortira, quand j'aurai trouvé une solution pour le sortir, je suis encore en réflexion là-dessus. Donc, j'ai mon petit projet écrit et je me dis, je vais me faire l'économie d'un ou une illustratrice et je vais me tourner vers l'IA et je fais le truc. Ok. Donc, d'un point de vue déontologique, uniquement, encore une fois. Je ferai ce jugement là-dessus, je préfère le préciser. Ok, j'arrive et qu'est-ce que je fais ? Derrière, je paye pas d'illustratrice et peut-être pas de relectrice d'ailleurs, d'ailleurs dans l'absolu. Oui, voilà, tant qu'on y est. Voilà. Et je mets mon truc sur Kickstarter. C'est-à-dire que factuellement, qu'est-ce que j'ai mis dans ce projet ? Le temps de l'écrire, en fait. Parce que en faisant un financement participatif, je dis Kickstarter, c'est un abus de langage. J'ai même pas tellement besoin d'investir de l'argent moi dans le projet du coup. Oui. Donc j'ai tout gagné entre guillemets, sauf que c'est absolument dégueulasse. Encore une fois, je suis sur un point de vue déontologique. Parce que moi je sais pas dessiner et j'ai demandé à une IA de faire les dessins à ma place. Enfin, pas à ma place, à la place de quelqu'un qui aurait pu être payé pour les faire, et j'aurais même pu mettre ça en avant dans le crowdfunding. Mettons, je reste sur la licorne d'abondance, et j'aurais pu dire c'est Gogots qui fait les dessins quand même, c'est vachement bien. Et je me prive potentiellement des idées, donc je reste sur cet exemple-là de Gogots qui me dit mais là tu pourrais faire comme ça et tout, super cool, machin. Je dis oui ou non, mais en attendant, ça a apporté de l'eau à mon moulin. Après, d'un point de vue éthique, c'est catastrophique. Voilà. Maintenant, alors là je vais arrêter de parler de Gogots parce que je veux surtout pas qu'on croie que je dise que Gogots utilise des IA génératives, ok, ce n'est absolument pas mon propos, mais si je fais appel à un illustrateur ou à une illustratrice et que elle va dans son travail créatif utiliser une IA, mais pour avoir des bases, pour avoir des idées, pour avoir des visuels, et que derrière cette personne me fournit son travail avec sa patte derrière, alors, encore une fois, d'un point de vue déontologique, pas d'un point de vue éthique. Oui. Là, on s'attend à la déontologie. Voilà, non mais c'est pour ça que j'insiste là-dessus énormément. Mais non, mais tu fais bien. Ma foi, cette personne sait ce qu'elle fait. Tant que la personne me fournit pas juste, comme le cahier de coloriage Fakir, voilà, me fournit pas juste le travail de l'IA et fait une espèce de rétro-engineering dégueulasse pour faire croire que c'est cette personne qui a fait les dessins, les croquis, voilà, enfin bon. Si un ou une artiste se dit dans mon processus créatif, à un moment j'utilise l'IA, mais pour faire mon travail derrière, encore une fois d'un point de vue déontologique uniquement, je n'ai rien à dire à cette personne. D'un point de vue éthique et écologique, par contre, évidemment, c'est un autre débat. Ça gueulera, bien sûr, mais bon, c'est justement une autre part. Voilà, c'est pour ça que j'insistais sur la déontologie. Vaut mieux. On l'avait déjà dit dans Nécromancia Hérétique, c'est un désastre écologique. Bon, ça vole le travail de personnes qui n'ont rien demandé. Donc même, tu vois, d'un point de vue déontologique, là-dessus, on peut aussi quand même se poser la question. Oui, on pourrait se poser la question. Mais je trouve que la parenthèse est intéressante à faire quand même. Oui. On est plus dans de l'éthique que de la déontologie, parce que un artiste s'inspire forcément d'autres artistes aussi, tu vois. Donc, quelque part, avoir cette espèce de gloubi-boulga de différents artistes que sont les IA génératrices, c'est aussi... Générative, pardon, pas génératrice. S'ils pouvaient générer quelque chose... Laquelle tout le débat serait différent. Absolument. Tu vois, par exemple, d'un point de vue strictement personnel, c'est pas de l'IA à proprement parler. Il y a une base de données et ça va assembler des choses. Donc, est-ce qu'on est dans l'IA ou pas ? J'aime beaucoup le site This Person Does Not Exist. Oui. Qui permet de faire des portraits de gens banal. J'en perds mon latin de façon très bluffante et des fois il y a quelques artefacts un peu chelous derrière, mais ça reste un outil très intéressant. Oui.
Voilà, est-ce que tant qu'on est sur l'IA, si tu as des choses à dire, bien sûr, tu as la parole. Après, je reviens à la licorne d'abondance. J'ai pas plus à rajouter sur ce volet-là. Rien qui ne serait que répéter ce qu'on a déjà dit pour l'épisode de Nécromancien hérétique en tous les cas. Donc, Retournez le voir, il est cool. D'ailleurs, je crains que ça n'arrive trop tard, mais Maison Nébuleuse a fait un drop, c'est-à-dire que ils ont acheté un certain nombre de jeux qui revendent à pas cher. Il y a notamment Ritual en physique d'Adam Vass, en anglais, hein, par contre, ce jeu n'a pas de traduction française. Il y a d'autres jeux d'Adam Vass, il y a d'autres jeux qui ont l'air cool, donc je vous mettrai le lien de Maison Nébuleuse dans la description, parce que voilà, c'est cool. Cette parenthèse, dans la parenthèse, dans une autre parenthèse qui est celle de Licorne d'Abondance étant terminée, je reviens donc à Licorne d'Abondance, maintenant. Les autres engagements, donc, c'est d'éviter la surenchère. Ils sont pas là pour vendre des dés, des critériums en plastique, des pins en métal, de la figurine de plomb ou de la statuette en plâtre. Peut-être qu'ils feront des jeux de cartes personnalisés, si ça a du sens, en fait, mais les accessoires seront réfléchis et devront apporter quelque chose à l'expérience de jeu. Donc, leur idée aussi, c'est de présenter des projets maturés, des projets créés, conçus, écrits, édités, réécrits, puis testés, retravaillés et relus pendant des mois, voire des années. Ils n'arrivent pas comme ça avec un post-it et voilà. Et enfin, ils font du Made in France, pas par chauvinisme, mais par volonté de réduire leurs empreintes environnementales et de travailler avec des acteurs locaux. Et de confiance. Et alors, moi, il y a un autre truc que je voudrais dire du kit presse que j'ai vraiment trouvé cool. D'ailleurs, je t'en ai parlé. Hein. C'est que eux, leur but, c'est d'essayer de faire des jeux à prix réduit en tapant dans les coûts de production. Donc, bon, du coup, ça veut probablement dire du soft cover, pas forcément A4, machin, etc. Comme d'autres, j'ai envie de dire. Mais plus il y aura de gens nombreux à ne pas faire des bouquins en A4, hardcover, couleur, papier glacé, machin et tout, plus le jeu de rôle va être accessible à toutes les bourses, j'ai envie de dire. Et l'idée, c'est de, voilà, ils le disent, hein, c'est essayer de proposer des offres à tarif réduit afin de baisser le seuil financier d'accessibilité pour ceux qui en auraient besoin. Ce sera peut-être un fiasco, peut-être un succès. On essaye et on verra. Voilà. Donc moi, j'ai quand même bien aimé la démarche de se dire, bon, ben voilà, nous, notre but, c'est pas de faire un truc énorme et de concurrencer Donjons et Dragons, mais de faire quelque chose d'accessible pour tout le monde. Ouais, je trouve que c'est une super initiative pour le coup. Ça, plus le fait de faire des livres à prix réduit, donc a priori à 4 € si j'ai bien compris ce que j'ai lu. Voilà, le principe des community copies, sur Itch.io par exemple, il y a des gens qui font ça. C'est vachement intéressant sur un crowdfunding, sur des choses qui ont peut-être vocation à être plus largement diffusées que un petit jeu obscur. Par exemple... le jeu, heureusement qu'on n'est pas monétisé parce que là, je nous ferais démonétiser instantanément, tu vois. Let These Mermaids Touch Your Dick Maybe, qui proposait des community copies. En plus, je crois que le jeu est à 10 $ ou quelque chose comme ça, et t'achètes un jeu, il y a une community copy automatiquement qui se met à disposition des gens qui en ont besoin, je crois, enfin, quelque chose de cet acabit. D'ailleurs, je parle de monétisation, je vais en profiter quand même pour dire quelque chose, c'est que si jamais... Alors c'est plus vrai sur YouTube que sur les plateformes de podcast, encore qu'on ne sait jamais. Mais si jamais vous entendez des pubs avant, au milieu ou après l'épisode, ben sachez que ce n'est pas nous. Hein. Nous, on essaye de ne pas en avoir du tout. Oui, non, clairement pas. On est indépendant aussi de ce point de vue-là. On ne l'avait jamais dit, donc ça me semblait important de le dire. Voilà, et donc je reviens rapidement sur la licorne d'abondance. Donc ça a commencé le 22 septembre et c'est jusqu'au 15 octobre. Le lien, bien sûr, sera dans la description. Vous en avez l'habitude. Bien sûr. Mais donc, tu avais une question pour moi, Alice? Je suis sur les starting blocks. Oui, tout à fait. Dans un monde dystopique, dans la phase finale du capitalisme, où les corbeaux privatisent tout ce qu'elles peuvent. Pardon, tu as dit les corbeaux. Moi, je veux bien que les corbeaux privatisent des choses. C'est très drôle. Tu sais pas encore pourquoi, mais c'est très drôle que j'ai fait ce lapsus-là. Ah ouais? Tu le comprendras assez vite. Trop bien. Donc, non, dans un monde dystopique, dans la phase finale donc, du capitalisme, où les corpos privatisent tout ce qu'elles peuvent, quelle serait pour toi la pire chose qu'elles pourraient privatiser? Alors, moi, j'ai réfléchi et j'ai 2 réponses. Une réponse qui, malheureusement, est plausible, et une réponse qui, je l'espère, ne le sera jamais, mais bon, voilà. Donc, je vais commencer par celle-là, qui me semble un peu plus poétique, mais du coup, dans un sens négatif. Ce qui serait abominable pour moi, c'est que les corpos privatisent les émotions. Oh oui.
Effectivement. C'est-à-dire, imagine, tu n'aurais pas le droit de ressentir de la joie si tu ne payes pas. Bon, c'est un peu le principe du capitalisme au final. Un peu, oui, sur cette émotion-là spécifiquement. Voilà, mais t'imagines, ce serait juste absolument horrible à tel point que j'ai même pas envie d'épiloguer parce que le seul fait d'essayer de réfléchir à la situation me met physiquement mal. Oui, Donc ouais. voilà, je ne vais pas le faire. Mais je vous laisse réfléchir à ça. Mettez pause si vous voulez déprimer un petit coup et après on revient. Et ouais, c'est vraiment le premier truc auquel mais vraiment viscéralement, je me dis putain, si les corporations privatisent les émotions, t'imagines, on aurait peut-être, je sais pas d'imaginer les applications, mais de comment ils pourraient mettre ça en place. Ah, c'est pas pareil, j'ai le droit. On aurait une espèce d'implant de contrôle de tes émotions et il faudrait payer pour débloquer certaines fonctions. Ce serait juste abominable. L'autre truc, du coup, peut-être plus concret, et qui quelque part a un petit peu commencé. Je vais développer bien sûr parce que ça sonne un peu de la provoque ce que je vais dire, mais pas du tout. Ce serait la privatisation des souvenirs. Totalement, oui. Alors, qu'est-ce que j'entends exactement par les corpos privatiseraient les souvenirs? Ce serait que, eh bien, toutes les données qu'on stocke, par exemple sur notre ordinateur, par exemple, ce fichier du bruit derrière l'écran qu'on est en train d'enregistrer, si on ne paye pas, serait rendu accessible à tout le monde. Tu vois? Ah oui, dans ce sens-là, d'accord. Ouais, d'accord. Voilà, ce serait pas te déposséder vraiment de tes souvenirs. Mais te priver du côté privé de... Voilà, parce que pour moi, c'est quelque chose de très faisable. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ah bah clairement, oui. Déjà, on est complètement... tu achètes un ordinateur aujourd'hui, il y a OneDrive qui essaye de te vendre l'abonnement pour que tu puisses mettre des choses, et puis le jour où tu décides d'arrêter de payer l'abonnement, tu n'as plus accès donc à ce que tu avais stocké dessus, donc tu perds l'accès, vraiment, pour la peine, à des souvenirs, parce qu'en général, ça va être des photos, ça va être des films, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je dis qu'on en est déjà un petit peu là. Et on rappelle que ça fait des années maintenant, c'est depuis un bon nombre d'années, que absolument tout ce qui est sur Facebook est du coup la possession de Meta et peut être utilisé pour n'importe quelle utilisation. Absolument, oui. Et que le pire, c'est que vous avez consenti à ça. Oui. Voilà, il faut toujours lire les conditions d'utilisation. Moi, je suis toujours un petit peu folle quand je dis les conditions d'utilisation, mais il faut lire les conditions d'utilisation des sites et des logiciels. C'est long, c'est chiant, mais à force d'avoir l'habitude, vous savez quoi chercher. Tout à fait. Je partais un peu sur cet axe-là. Maintenant, on pourrait y aller de façon globale. D'ailleurs, il me semble, parce que forcément, on en a discuté pour cet épisode, mais il me semble qu'il y avait un épisode de Black Mirror qui explorait un petit peu ça. Enfin, bon, moi, je n'ai pas regardé Black Mirror, il faut le dire. J'ai vu 2 moitiés d'épisodes, et donc pas du même épisode. Alors, l'épisode le plus proche, sachant que j'ai pas vu les dernières saisons, mais l'épisode le plus proche qui me vient en tête, c'était pas tant ça, c'est qu'il y avait des implants qui enregistraient absolument tout ce que les yeux voyaient. Oui, c'est cet épisode-là dont je parle, c'est dans la saison 1, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est totalement à ça que je pense. En effet, c'est techniquement pas la privatisation de tes souvenirs, de ta mémoire, et toi tu n'y as plus accès, mais c'est justement de pouvoir regarder dans quelque part dans une version parfaite, enfin parfaitement objective de tes souvenirs. Oui. Ce qui quand même pose un certain nombre de questions éthiques et morales et tout ce qu'on veut. Disons que je pense que tu peux faire un essai philosophique et moral sur le sujet qui fait la taille du discours de la raison pure, hein, pour ceux qui ont déjà vu le pavé. Oui. Et puis après, même quelque part, est-ce que ça ne pose pas la question du zombie philosophique aussi? Puisque si tu es dépossédé de tes souvenirs à un moment, il y a bien quelqu'un qui l'a fait. Oui. Mais ce n'est pas toi, mais c'est ton corps, donc c'est ton zombie philosophique. Il y a une super vidéo de Monsieur Phi sur les zombies philosophiques, et notamment avec une petite nouvelle qu'il a écrite lui-même, si je ne dis pas de bêtises. Je mettrai ça, comme d'habitude, lien en description, ne vous inquiétez pas. Célène est là pour vous. Bien sûr. Et toi, alors, quel selon serait toi, voilà, n'est-ce pas? Quelle serait selon toi la pire chose que le late stage capitalism pourrait... Enfin, late stage, pas dans le sens qu'on aimerait late stage, mais... J'ai voulu essayer de trouver une réponse qui vienne de ma réflexion sur le monde, mais force à admettre que je suis trop influencé par les différentes offres que j'ai pu voir. Alors, j'ai quand même fait en sorte que ce soit pas une réponse qui soit en lien direct avec le jeu dont on va parler, quand même, c'est dommage. Mais ça va quand même être une réponse qui est fortement influencée par l'une des références culturelles. Ouais. Je pense que la pire chose qui pourrait être privatisée, c'est le temps de vie.
Ah oui. Le temps reste à vivre. C'était comment ce film Je Time vais en Out. parler de référence culturelle en toute Non, vraisemblance. bien sûr, un Time Out avec Justin Timberlake, je C'est crois, ça. si je dis pas de bêtises. Ouais, J'avais vu au cinéma, très totalement. bon, ouais, très très sympa. Bon, la fin est un peu osef, mais Ouais, l'idée du film était le grandiose. concept est- Ouais. Et même visuellement, je trouvais ça super. Là. De voir le temps qui te reste sur la peau de ton poignet, Sur la là, peau, c'était ouais, c'était vraiment fou. totalement. J'ai adoré. Il y avait vraiment de très très bonnes idées. Ouais, ça c'est de la SF qui fait réfléchir, je trouve. Oui, totalement. Pas surtout que dans ce film, outre le fait qu'il y ait le côté dystopique de cette ressource qui paraît élémentaire qui a été privatisée, Ouais. il y a un vrai rapport, tu vois, plusieurs strates de la société, voilà, de gens qui peuvent pas, voilà. Elle n'a pas juste été privatisée, cette conscience, elle a été capitalisée. C'est-à-dire, il y a des gens C'est qui ça. vivent une éternité et des gens qui vivent que genre 10 ans. Qui sont virtuellement immortels, quoi. Alors qu'on a d'autres, on voit alors c'est vers le début du film, on voit quelqu'un quand même mourir dans les bras de quelqu'un d'autre Oui. parce que voilà, elle pouvait pas prendre, elle avait plus assez de temps pour prendre le bus et le temps qu'elle rentre à pied, voilà. Quoi. Ouais, c'est littéralement le temps, c'est de l'argent en film. C'est ça. Voilà. C'est totalement ça. Et voilà. Pour moi, ce serait le pire. Mais alors justement, les références culturelles de ce mois-ci, qui partent un petit peu dans tous les sens, je vous le dis tout de suite. Bon bah déjà du coup il y a Time Out, sans trop de surprise. Il y a aussi Black Mirror, mais pas tant un épisode précis de Black Mirror, mais vraiment l'état d'esprit. C'est-à-dire que le jeu dont on va parler ce mois-ci pourrait être un épisode de Black Mirror plutôt, dans ce sens-là. Ça pourrait faire un très bon sujet d'épisode dans cette anthologie. Après alors, il me semble que c'est la première fois que je cite un autre jeu de rôle comme référence culturelle. En tout cas, c'est la première fois que je cite un jeu de rôle que j'ai chroniqué. Vu que Sigmata, The Signal Kill Fascist est une très bonne référence culturelle pour ce jeu, j'avais dit qu'il y aurait un lien, hein. Bien que de manière très différente, comme on va le voir, mais il y a rapport. Ah bah j'espère de manière très différente parce que je me retape pas, je sais pas combien d'heures de montage. Non, bah là, Oui, non, je sais. Le manuel, c'est 17 pages de règles, hein, quand même. Que ça reste mon traumatisme, le montage de Sigmata. La prochaine fois, c'est toi qui monte. Et puis 17 pages de règles, l'or compris. Après, dans un tout autre style, quand même, La Casa de Papel. Alors, avec un point d'interrogation, parce que je ne l'ai pas vu, cette série, il paraît qu'elle est très bien. Il y a un aspect, quand même, de La Casa de Papel qui correspond très bien avec le jeu de ce mois-ci, qui est sur le côté de la rébellion contre l'État, quoi, tout simplement. De rapport de force et d'aller chercher les ressources là où elles sont. Sinon après j'ai eu beaucoup plus, d'hésitation, typiquement, je sais pas, sur le transpersonnel, je suis toujours pas sûr si c'est une bonne référence ou pas, mais peut-être éventuellement vous direz. Soylent Green serait peut-être une bonne référence. Soleil vert. Ah Soleil vert, oui, oui si, je vais la rajouter effectivement, Soleil vert, ça marche. Sinon pour la première fois, je vais citer une chanson, alors qui vient de ma frustration personnelle. Je pourrais pas la faire en outro parce que le jeu fait référence directe à une chanson que j'ai découverte qui est donc du coup parfaite pour ce jeu-là. Et du coup, j'en avais trouvé une autre avant, mais qui marche bien aussi comme inspiration. Pour le coup, c'est 8 secondes des Cowboys Fringants. Ça me donne l'occasion de parler des Cowboys Fringants. Oui, tu m'avais fait écouter, ouais, je me rappelle. Bah écoutez-la d'ailleurs, elle est très bien cette chanson, qui peut mettre un peu dans le mood pour le jeu de ce mois-ci. Et alors pour terminer, vraiment plus en mode de mouvement, j'avais pensé, le cyberpunk, mais pas pour le côté cyber, mais plus pour le côté punk, tu vois? Peut-être plus le biopunk. Le biopunk est une esthétique qui pourrait inspirer. Ok. Pas que ça en soit véritablement, mais c'est une esthétique qui peut inspirer pour ce jeu, je trouve. Est-ce que Alien, il est temps de renouer avec les bonnes vieilles traditions de l'émission. Ça fait combien d'épisodes qu'on n'en parle plus? Est-ce qu'Alien pourrait être intéressant? On n'en a pas parlé dans l'épisode, mais sache que sur le Discord, tu as quand même réussi à rappeler que la reine, des aliens était tout de même une princesse Disney. Bah oui, du coup. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on a un Discord avec que du beau monde dessus, je tiens à le dire. Donc, si vous voulez venir dire des blagues avec nous sur le fait que la reine alien est une princesse Disney, par exemple, eh bien, sachez que on est là. On est aussi là pour tenir des discussions super intéressantes, comme nous on enregistre le 15 septembre, donc l'épisode sort 10 jours plus tard. Mais cet après-midi, on a eu un très très bel échange, je trouve, autour de Dog Eat Dog. Voilà, j'ai vu ça. Je n'ai même pas eu le temps de le dire, mais... Enfin, autour d'un autre jeu d'ailleurs, dont j'ai plus le nom, mais voilà. Je crois que c'est Authority ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Ouais, c'est ça. Authority, Oui, c'est Authority. des veillées oniriques. Il faudrait que je lise. J'ai pas eu le temps de le faire. J'avais dit que je lirais avant qu'on enregistre, mais je n'ai absolument pas eu le temps. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu. Ça n'a jamais été enregistré, c'était pas en épisode, c'était en off. Mais je t'avais dit qu'il y avait un aspect qui était drôle pour ce jeu parce que je l'ai découvert
alors que j'étais en audio avec toi. Oui. Et vu que c'est à l'époque, on se disait pas encore les noms de Oui, jeux. oui. Je me suis bien gardé d'en parler, tu vois. Je l'avais gardé dans mon coin. Donc ce jeu, c'est White Sands de Tim Roberts. Tim Roberts, est-ce que le nom dit quelque chose? Tim Roberts, oui, ça me dit vraiment un truc, mais alors j'arrive pas à mettre de nom dessus. Ah bah, je vais te dire, c'est un lien avec le fait que ce soit drôle que j'utilise les corbeaux au lieu de les corbeaux. Ah, c'est la voix du corbeau. Be Like a Crow, oui, oui. C'est l'auteur de Be Like a Crow. Et c'est quand tu m'as parlé de Be Like a Crow, j'ai regardé du coup qu'est-ce qu'il avait fait d'autre. Et alors qu'on était en audio, j'ai vu Watson du coin des yeux, je dis, oh, ça, je sauvegarde dans un coup. Salut, c'est la Célène du banc de montage. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas entendu. Je voulais juste vous dire, parce qu'en fait on en a parlé après l'épisode, on n'avait pas mis dedans, donc on a dit qu'on allait le faire en rajout en post-prod. Puisque nous parlons de Tim Roberts et de ses jeux, donc White Sands et Be Like a Crow, ou La Voix du Corbeau en français, sachez que White Sands est sorti le 20 juin 2023, tandis que La Voix du Corbeau, le Kickstarter, a été lancé le 30 octobre 2021 et il s'est clôturé en moins de 2 heures. Voilà, vous avez un petit peu les dates, ça me semble moi toujours très important d'essayer de resituer les choses dans leur contexte. On va en parler d'ailleurs un petit peu plus tard et on ne va pas savoir à ce moment-là, mais La Voix du Corbeau est donc plus ancien que White Sands. Maintenant vous le savez, je vous laisse. Et qu'aurait sûrement été l'épisode de septembre dernier si j'avais pas découvert Sigmata Et oui. en cours de route. Mais de ce que je perçois de White Sands jusque-là, oui, je vois un petit peu la filiation spirituelle avec Sigmata. Enfin, bon, même si les jeux n'ont pas de rapport entre eux, mais je vois les points communs, je devine les points communs que tu vois entre les deux, en effet. Mais je sais que je vais être surprise par un certain nombre de choses que tu vas me dire sur ce jeu de 17 pages, leur inclus. Enfin, de plus, parce qu'il y a aussi un scénario clé en main, mais on va parler du scénario clé en main parce que j'aurais des choses à dire dessus. Parce que je l'ai fait jouer du coup. Moi, je me rappelle que tu avais des choses à dire. Je voulais attendre la fin de ta présentation pour te dire ah, mais tu m'avais dit que. Mais en effet, on en parlera et c'est très bien. Donc, White Sands, c'est un jeu qui se déroule dans un univers où l'air est irrespirable, du moins au niveau du sol. Il faut grimper jusqu'à 70 mètres de... Enfin non, pas 70 mètres, mais 70 étages d'immeubles à peu près pour avoir de l'air pur. Et donc, évidemment, comme vous doutez, les élites vivent dans des buildings. D'ailleurs, les générations qui sont nées là-haut ne voient jamais la terre ferme, pour le coup. Elles sont rapatriées en hauteur. Et la populace médiane dans ce smog, dans cette contamination qui est due à la pollution, c'est pas genre un virus quelconque, non, c'est 100 self-made. L'être humain s'est très bien débrouillé tout seul. Et donc pour survivre, les gens doivent porter des masques respiratoires constamment qui ne fonctionnent que grâce à une plante qui a été découverte quelques années auparavant qui s'appelle l'exi, qui est une plante qui permet de purifier l'air. Et évidemment, la production et les graines de cette plante-là sont évidemment contrôlées par une corpo. Bah oui. Alors, ça me fait un petit peu penser, je pense que Seb avait dû t'en parler, parce que tu as joué avec lui, à Metro 2033. Oui. De Dimitri Golukovitch, si je me rappelle du prénom. Il m'en avait vaguement parlé, effectivement. J'ai oublié de le mettre dans la référence, parce que je connaissais très mal Métro. C'est vraiment à l'aveugle, mais... C'est le principe à l'envers, en fait. C'est la Terre est contaminée. Je crois que ce sont des radiations. Il y a des monstres qui sont arrivés, des choses qui ont muté et qui sont hyper dangereuses et tout. Et donc, pour échapper à ça, les gens vivent dans les couloirs du métro. D'où le nom Métro 2033. Et ça se passe en 2033. J'aime bien les noms d'œuvres où très rapidement t'expliques et puis tu comprends pourquoi ça s'appelle comme ça. Par contre, il n'y a pas vraiment de notion d'élite dans Métro 2033, c'est tout le monde essaie plus ou moins de survivre, mais cette idée de surface inhabitable, bon, même si là il y a une différence, c'est que les hauteurs le sont, c'est intéressant. Ouais, totalement. Et donc alors, pourquoi le jeu s'appelle White Sands? Tout simplement parce que en périphérie de la ville, donc la ville est passée par un plan d'eau, genre 5 minutes en ferry pour la traverser, tu vois, à peu près genre quand même quelques kilomètres. Et de l'autre côté de ce plan d'eau se trouve une ancienne station balnéaire qui s'appelle White Sands, qui évidemment n'a plus office de station balnéaire, parce que ça fait bien longtemps qu'il n'y a pas de touristes qui y sont allés. Ouais. C'est un lieu de vie comme un autre qui est en décrépitude, mais caché au fin fond d'une vieille salle d'arcade dans White Sands se trouve le QG d'un groupe d'activistes nommé les Essoufflés, qui donc justement sont les personnages qu'on va jouer dans White Sands.
qui luttent pour essayer de reprendre le contrôle des Feydi et des respirateurs, pour reprendre le contrôle de l'air pur, en tous les cas, tout simplement, et le redonner dans les mains du peuple. Alors, tu as dit les essoufflés en français, c'est quoi en VO? En VO, c'est les breathless, les sans souffle. Comme le film de Godard, À bout de souffle. Peut-être un des rares bons films de Godard, d'ailleurs. Si je peux étaler mon mépris de Godard dans ce podcast, ce sera avec plaisir. Mais malgré le fait que je n'ai aimé aucun autre de ces films, je dois dire que À bout de souffle est bien. Mais, d'ailleurs, sachant quand même à se dire que le jeu n'a pas de traduction VF, Oui. donc tous les termes traduits qui sont faits sont traduits par mes soins. Il n'y a pas de VF officiel. Alors, on est sur de l'indé, hein, donc voilà. Et donc du coup, donc en termes de lore, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail. Après, il y a le classique, hein, plusieurs corpos, une milice indépendante à la botte des corpos qui fait office de police. Enfin, vous savez, ce que vous ne savez pas encore du lore de Wild Sun, vous le savez déjà sans le savoir. En fait. Oui. C'est assez classique. Si ce n'est à noter, et c'est pour ça que je disais que ça pouvait s'approcher du POC sans en être pour autant, c'est que cette contamination mise à part, c'est quand même pas rien. D'un point de vue technologique, c'est un monde qui est à peu près au même niveau que le nôtre. C'est pas technologiquement super avancé. Je trouve ça intéressant. C'est vraiment une dystopie parallèle à la nôtre. Sachant que le jeu est volontairement flou en termes de lore sur l'année. Enfin, le jeu le présente comme ça. Il y a les bases pour le lore, mais tout le reste, c'est des trous qui les de bon augure de s'approprier, en fait. Je veux qu'on s'approprie le lore. D'ailleurs, même à un moment, ils disent rien ne dit ça peut être dans le passé, dans le futur proche, dans un présent alternatif ou même sur d'autres planètes. Tu vois. Vraiment général. Et ça va être un petit peu le leitmotiv pour le coup. Alors, je peux le dire maintenant, cela dit, parce que ça n'a pas trop d'impact. Le manuel fait le même coup pour les règles. À un moment, dans les règles, il y a un paragraphe qui est réappropriez-vous le système. Si à un moment, vous avez une idée de règles à rajouter, si vous voulez faire des modifications, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous réapproprier les règles, à les modifier. Voilà. C'est gentil de me tendre la perche pour parler de la règle d'or comme ça. Oui. Mais là, au moins, c'est mis dans le manuel. Tu vois. Comme dans Vampire la Mascarade V2. Ouais. Mais alors, justement, ce système, quel est-il? Le système de Wild Sun, c'est un système où il va falloir beaucoup de dés différents. Pas beaucoup de dés en tout, mais beaucoup de dés différents. Ok. Pardon, je suis désolé. J'ai une autre référence culturelle. C'est le film Promare de Studio Trigger, donc les gens qui ont fait Tengen Toppa Gurren Lagann, qu'il faut absolument avoir vu une fois dans sa vie. Quitte à ne pas l'avoir aimé, c'est pas grave, hein, on a le droit de rien y trouver, mais super fort quand même. Et Kill la Kill. Ils ont fait donc un long métrage donc de 2 heures qui s'appelle Promare, qui parle d'espèces de giga-pompiers du futur qui se battent contre... alors c'est un peu plus on va dire super-héroïque, hein, dans l'idée, quoi, qui se battent contre des gens qui ont été... alors est-ce qu'ils ont été infectés? C'est assez flou sur comment ça s'est fait, mais en tout cas, ils ont muté et ils sont capables de générer du feu. Et donc on a des super pompiers du turfu contre des gens qui sont capables de générer du feu. Eh bien, je pense que il est temps de réaliser que, alors qu'ils sont japonais, donc un pays quand même plutôt traditionnaliste, voire sérieusement à l'extrême droite politiquement, Studio Trigger, ce sont des gros anarchistes. Et donc en fait cette guerre entre pompiers et, je spoil un peu, hein, je suis désolé, entre pompiers et pyroterroriste, pourrait-on dire, va en fait devenir une alliance entre un pompier et le chef des pyroterroristes contre tout le système qui a en fait causé l'arrivée de cette mutation-là du feu, etc. Enfin, et qui veulent en fait détruire tout, enfin, qui veulent tuer, enfin exploiter les gens qui ont ce pouvoir de feu pour alimenter un vaisseau spatial, pour emmener les élites sur une autre planète, parce que la Terre va être détruite, parce que le noyau terrestre va s'embraser et détruire toute la planète. Tu me le mettras à l'écrit, que j'y pense. Oui, bah je te l'écris tout de suite, et puis on le regardera ensemble un soir si tu veux. Mais je pense du coup que vraiment on a une certaine base commune. Il y a quelque chose, hein. Mais donc oui, on disait beaucoup de dés. Alors, sachant que, voilà, pareil, c'est un système qui est assez léger. Les personnages qu'on joue, les actifs qu'on joue, hormis donc, le côté lore, donc un nom, un pseudo, parce que ça, c'est comme pour Sigmatin, tu restes anonyme, tu ne notes pas ton vrai nom, tu as un pseudonyme, bien sûr. Bah oui. Tes pronoms, on notera que la fiche contient une case pour préciser tes pronoms. Super. J'ai cru que tu allais rajouter quelque chose. Non, alors si, je pourrais... Alors si, je peux dire qu'il y a un certain nombre de conservateurs que rien que cette mention sur une fiche de personnage va faire hurler. Mais tant mieux, ça fait le tri. Oui, totalement.
Et donc sinon, en termes de gameplay, véritablement, il n'y a que 2 éléments, plus un inventaire, mais ça pareil, il n'y a pas vraiment de règles dessus, c'est juste tu peux trouver des objets et ça c'est la MJ qui va mettre les effets qu'il y a dessus. En termes de gameplay pur, il y a 6 compétences, skills en anglais, qui ont tous le bon goût en anglais d'être des mots qui commencent par la lettre S. Ah, pas mal. J'ai pas réussi à faire le même exploit en français, qu'on se le dise tout de suite. Ces compétences étant donc force, donc strength en anglais, vitesse, donc speed, discrétion, bon, sneak, tir, donc shoot, intelligence, donc smarts, et charisme, donc sway. Ce sont pas des traductions littérales, mais ce sont la manière dont on les traduirait en français, quoi, bien sûr. Et donc, ces 6 compétences, on va leur associer des dés spécifiques. Donc, il y a une compétence, on va lui mettre un des 10, une compétence, un des 8, un autre, un des 6, et les 3 dernières, ce sera un des 4. Pour ça, il faut plein de dés différents. Oui. Et donc, à chaque fois qu'il faut faire un lancer de dés qui nécessite une compétence, enfin, à chaque fois qu'on fait un lancer de dés, ça va être attaché à une compétence, et on lancera une fois le dé correspondant. Donc, soit un des 10, soit un des 6, sachant qu'il y a aussi l'expertise, c'est le deuxième élément de gameplay lié au personnage. L'expertise, il faut voir ça comme un métier, en gros, genre hacker, Moi, je les ai avec que des chargé C, de moi. geek. Du coup, j'ai trouvé avec que des C. Ah, c'est cool. Alors, par contre, je n'ai pas que des noms ou que des adjectifs, j'ai un mélange des deux. Du coup, voilà. Ok. Mais du coup, ça fait costaud, célérité, caché, carton. Tirer, faire un carton. Celui-là est un peu first stretch, quand même. Calcul et charisme. Ouais, ça marche. Pas trop mal. Donc, l'expertise, quand on fait un jet qui rentre dans son expertise, au lieu de lancer une fois le dé, on le lance 2 fois et on prend le meilleur Donc, résultat. on a un avantage. On lance avec un avantage, quoi. Sachant que, dans d'autres cas de figure, la MJ peut très bien décider que le jet est fait avec un avantage parce qu'on a, voilà, l'avantage de la narration, quoi, tout simplement. Oui, oui. Sachant que, donc en termes de résultats, peu importe la hauteur du dé qu'on a lancé, un 1, c'est un échec cuisant. Ouais. C'est-à-dire que non seulement c'est un échec, mais en plus le niveau de dé descend. C'est-à-dire que si dans ta compétence, tu avais un D10, maintenant c'est un D8. D'accord. C'est le système d'épuisement des dés. Ok, je vois. Voilà. Sachant qu'on peut les récupérer entre 2 scénarios, éventuellement, en Mhm. s'entraînant. 1, 2, c'est un échec. 3, c'est une réussite avec une complication. 4, c'est une réussite normale. Et à partir de 5, c'est un succès grandiose. Et plus c'est haut, le mieux c'est. Ok. Donc on notera quand même que même les compétences les plus basses, même avec un D4, il y a quand même une chance sur 2 de réussir. Et si tu fais. Alors, bien sûr, je vais poser la question. Si tu fais 1 sur un D4. Tu peux pas descendre plus bas qu'un D4. Ok. Ce sera un échec cuisant dans la narration. Ok, mais ok. Voilà, ok. Très bien. Je suis obligé de poser les cas limites, sinon je me sens mal. Il faut. Sachant qu'en cas de jet opposé, s'il y a 2 jets qui sont opposés, là pour le coup, du coup, voilà, chaque entité en opposition lance son dé. Pas Oui. forcément de la même compétence d'ailleurs. Mhm. Et c'est l'entité qui a le jet le plus haut qui l'emporte. Sachant que, s'il y a égalité, bien sûr. C'est celui qui a le plus gros dé qui gagne. Non, en cas d'égalité, c'est le joueur, c'est l'activiste qui décide Ok. si elle réussit ou si elle échoue, sachant que si elle décide de réussir, évidemment, c'est un coût. Oui, voilà, c'était ma question. C'est quel est l'intérêt de dire qu'on échoue? Le coût étant de baisser, d'épuiser le dé. D'accord. De baisser Ouais, son dé. d'accord. Sachant que on ne peut pas, du coup, utiliser cette feature si on est à 1 D4. Si c'est un D4, du coup, même en cas d'égalité, c'est un échec. D'accord, c'est malin ça. Très bien. Après, il y a, par exemple, il y a certaines compétences qui ont des impacts hauts, par exemple, sur les blessures. Ouais. Le nombre de blessures que tu peux encaisser, c'est la moyenne entre ta force et ton intelligence. Donc force plus intelligence divisé par 2. Et ça met le nombre de blessures que tu peux te prendre avant de tomber dans les vapes. Par exemple, si tu as 10 en force et 4 en intelligence, tu vas avoir 7 points de blessure. Sachant que si tu tombes dans les vapes, du coup, tu as jusqu'à un nombre d'heures égal à ta force avant de mourir. Si tu n'es D'accord. pas soigné durant ce laps de temps-là, c'est fini. Donc potentiellement, ça peut aller. Très vite. Surtout que les soins, tu peux te faire soigner qu'une fois par jour. Une fois que tu es stabilisé, tu reçois un nombre de soins, tu vois, mais les soins, c'est une fois par jour. D'accord. On est quand même dans un stade où respirer sans masque respiratoire ou sans feuille exime, en tous les cas, dans le masque respiratoire, ça te blesse d'un point de vue respiratoire pour le coup. Mhm. Au bout de 1 heure
dans la contamination, tu commences à te prendre des dégâts. D'accord, Tu oui. te prends 1 point de dégâts par heure. Ok, ça peut aller très vite, effectivement. En sachant qu'une feuille exit dans un aspirateur, ça dure 4 heures. Oui, Ça peut aller. Ça dépend combien tu as de base, parce que ça, pour le coup, le manuel ne l'indique pas. N'indique pas un nombre de feuilles de dés au commencement. Ça, pour le coup, c'est le MJ qui décide. ok. Sachant qu'il y a un système de fouille quand tu arrives dans une nouvelle zone, chaque personnage, chaque activiste peut décider de fouiller et lance un dé 20 parce qu'il n'y avait pas encore de dé 20, il n'y avait pas encore ce type de dé, bien sûr. Voilà, c'est bon alors. Et lance un dé 20 et alors entre 1 et 12, il n'y a rien. Puis sinon, plus ou moins selon le résultat, tu peux trouver soit un certain dé d'objets, soit un certain nombre de feuilles exit. Bon, alors, deux choses. Déjà, ils utilisent un D20, donc c'est un vrai jeu de rôle, maintenant. Il me semble que c'est ça, la règle. Deuxième chose qui est sérieuse, mais par contre, ça va demander du temps de fouiller. C'est pas spécialement précisé, non. D'accord. Non, il n'y a aucune notion de temps dans les actions. C'est l'EMJ qui se démerde là-dessus. Ouais, ouais. Non, ok. On est bien. Non, mais étrange. on est d'accord. On est bien d'accord. Oui. C'est un peu lacunaire. De toute façon, c'est la conclusion de manière générale. C'est que le jeu est super cool, mais il est assez lacunaire à bien des égards. On en parlera à la conclusion. Continue de dérouler, je te prie. On n'est pas là pour spoiler. Non, mais en termes de. J'ai quasiment fait le tour. Après, il y a le combat à évaluer, cela dit. Donc, oui, au combat, déjà, il y a une initiative. L'initiative, elle est définie par la vitesse. Sachant que là, pour le coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, là, c'est le cas. En cas, donc tu lances ton dé de vitesse. S'il y a une égalité, là, pour le coup, c'est la personne, l'entité de manière générale, qui a le dé le plus élevé de base qui l'emporte, oui. C'est logique, oui. Et en cas d'égalité également sur la valeur du dé, sur le type de dé plutôt. Si c'est des alliés, c'est eux qui décident. Si c'est un jeu opposé, ça serait comme un jeu d'opposition. Mais là, pour le coup, il n'y a pas vraiment d'utilité d'épuiser son jet pour ça, quoi. Ben ouais, je trouve ça extrêmement punitif. Ouais. Et puis après, du coup, le combat se passe comme n'importe quelle action. Il n'y a pas d'autres mécaniques propres à ça. Ça reste principalement des jets de tir, de force, en de vitesse. Parce que ça, c'est un truc que le jeu... Vu que les PNJ fonctionnent de la même manière que les PJ, en termes de gameplay, en termes de règles, c'est les mêmes fiches personnages, mais que souvent, quand même, en opposition, ils sont plus équipés en face. Un combat peut, sur le papier, être assez vite létal, et donc le manuel précise bien que se cacher ou fuir peut être une solution totalement viable à un combat. C'est vraiment, faut pas se formaliser, sur le papier en tout cas. Après ça, je peux pas trop dire, parce que dans la partie test qu'on a fait, ils ont esquivé le combat. Ils ont été très charismatiques. Et voilà, là, en gros, j'ai fait les règles de White Sand. Avec toujours, avec ce coup de n'hésitez pas à créer vos propres règles. Et donc voilà, donc ça c'est 17 pages en tout. Et puis après, il y a le scénario clé en main, qui dure pareil une vingtaine de pages, qui est pas mal, qui m'a rappelé des souvenirs, parce que c'est une enquête. Donc j'ai pu compenser avec mon expérience de Monster of the Week. Ça m'a rappelé des souvenirs. Scénario qui, quand même, précise dans son introduction, dans sa couverture, de 2 à 4 joueurs et approximativement entre 3 et 4 heures, sans compter forcément de session 0. Ok. Enfin, en tous les cas, c'est un peu ambigu, mais disons que dans le descriptif, il parle de la session 0 comme quelque chose à faire en amont. Donc, du coup, pour moi, les 3-4 heures ne sont pas compris dans la session 0. Oui. Donc, je l'ai fait jouer. Ils étaient 3. J'aurais pu le faire jouer à une seule personne en solo. Ça aurait très bien fait l'affaire. Et on l'a plié en à peu près 1h30, sachant que j'ai rajouté des éléments. D'accord, oui. J'avais eu l'impression, effectivement, que c'était allé très très vite, puisqu'effectivement, je m'attendais du coup à avoir des nouvelles de Seb assez tard, quoi. Et puis à 21h30, il me dit c'est bon, on a fini la partie. Là, on débrief. Ok. Mais surtout qu'en plus, on sent que le scénario aurait pu être plus élevé, parce qu'à la fin du scénar clé en main, il y a le pour continuer à peu près sur comment, il y a des pistes sur qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autres scénarios pour continuer l'histoire, tu vois. Ah oui. Parce qu'en gros, le scénario, c'est qu'il y a une autre activiste, qui a contacté le QG pour dire qu'elle avait réussi à dégoter la clé magnétique qui ouvrait la chambre forte, enfin l'une des chambres fortes qui contient les graines, et notamment des graines d'Exy. Donc c'est un super butin, tu vois. Et puis après, elle a disparu. Et donc le scénario, c'est d'enquêter, de la retrouver. Enfin, idéalement, de retrouver la clé et potentiellement de la retrouver elle aussi. Oui. Et dans les pistes de ce que vous pourrez faire pour continuer, il y a notamment
si les personnes ont trouvé, si les activistes ont retrouvé la clé, justement de faire le casse, tu vois. Oui, bien sûr. Bon, quand tu vois le début du scénario, c'est ce truc-là en fait que tu as envie de faire de base. Mais ça fait pas partie du scénario qui est écrit. Bah, j'avoue. Mais donc oui, c'est assez frustrant, quoi. Parce que le scénario est pas mauvais en tant que tel, mais quand tu arrives au bout, tu as un sentiment de pas achever. Alors, après, dans un sens, il est prévu comme un scénario vraiment d'introduction qui amène à une campagne derrière, on est bien d'accord. Oui. Mais bon, faut se dire quand même que seul, il fait vraiment moitié de tuto. Et qu'on se le dise, c'est pas une anecdote, hein, le scénario fait quand même la moitié du bouquin en termes de nombre de pages. Et sur la couverture du manuel, il y a marqué inclut le scénario d'introduction. Voilà, et puis voilà, cette estimation foireuse aussi donne un côté de déception dans un sens. Et elle y serait même pas, alors ce serait lacunaire parce qu'il faut toujours avoir une estimation de temps de jeu dans ce genre de cas de figure, mais Oui. elle y serait pas, limite on s'en sortirait mieux, quoi. Et puis voilà, alors là du coup on arrive au côté conclusion du coup. Entre effectivement cet aspect un petit peu, on a l'impression que l'histoire n'est pas terminée avec le scénario d'introduction. Seul, c'est vrai, mais tu cumules ça avec le fait effectivement, comme on l'avait dit, qu'il y a des notions temporelles qui sont pas présentes, par exemple sur le temps que dure chaque chose, qui n'est pas là. Pareil, ça je sais pas, je l'ai pas évoqué, il y a pas d'outil de sécurité émotionnelle, mais le sujet est évoqué et alors de manière un petit peu genre, rien explicité dans le manuel, mais ils disent: «Sur la question de la sécurité émotionnelle, faudra l'évoquer dans le groupe et éventuellement, chercher sur internet outils de sécurité émotionnelle pour trouver des outils». Démerde-toi. Alors, je comprends, mais en même temps, c'est pour ne pas se retrouver avec des choses imposées, tout ça, mais c'est vrai que, bon. C'est que ça accumule avec le reste, quoi. Oui, je suis d'accord, Mmh. je comprends tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut vraiment être une démarche antinormative, quelque part. Peut-être. Et a priori, le premier jeu de rôle que tu achètes, c'est pas White Sands. Non, je pense pas. Donc je pense que, enfin, au moins sur cet élément-là, je préfère te donner le bénéfice du doute. Après, sur le reste, voilà. Non, mais tu as raison. Après, autre élément, du coup. Le dernier sur le côté lacunaire, je trouve. Ouais. Pareil, à plusieurs enfin, au moins un ou deux moments dans le manuel, il est évoqué que les feuilles naturelles d'Exy sont beaucoup plus efficaces que les filtres synthétiques. Sauf qu'il y a aucun élément de gameplay qui permet de distinguer 2 styles de filtres différents. Dommage. C'est pas essentiel, mais c'est dommage. Bah ouais. Disons que le côté, on a mis des trucs très légers et puis maintenant c'est à vous de vous approprier le jeu, que ce soit en termes de lore ou en termes de règles. Ça va bien, mais ça n'explique pas forcément tout quand même si j'ad et ce que je dis parce que là, on a l'impression que je descends. J'adore vraiment White Sands, j'aime beaucoup le jeu quand même malgré tout, mais je trouve qu'il est lacunaire. C'est un des 2 points, l'une des critiques que j'ai à lui faire. La deuxième, elle est un petit peu plus subjective, c'est le décalage qu'il y a entre je trouve, là tu pourras me dire ce que tu en penses, je trouve qu'il y a un décalage entre le système et ce que le jeu veut raconter en termes d'univers. C'est une dystopie où c'est la galère, la mort est au coin de la rue, vraiment faut faire gaffe, parfois vaut mieux fuir le combat plutôt que de combattre. Mais on a un système de jeu où même tes caractères les plus faibles, tes dés les plus faibles, tu as une chance sur 2 de réussir. Et les feuilles exi, une feuille exi, ça te dure 4 heures. Un scénario, il y a alors ça dépend comment on l'écrit, hein, mais en 4 heures, tu fais beaucoup de choses. Donc je sais pas, j'ai l'impression que il y a un petit décalage entre les 2. Alors, je pense que, moi, de ce que tu me dis, tu as fait le scénario d'introduction, ça a duré 1h30 en tout. Mmh. Introduction du système incluse, peut-être, je ne sais pas. En tout, ça fait à peu près 2 heures. On comprend la moitié de session 0. D'accord, ok. Ouais. Donc 1 heure de jeu pur, quoi. Du coup, une session 0 d'une heure et 1 heure de jeu. Parce que, en fait, c'est un système où les ressources diminuent. Oui, avec le temps. Oui, quand ton dé est au minimum, t'as une chance sur 2 de réussir. En fait, t'as une chance sur 4 de réussir. T'as une chance sur 4 de faire oui mais. Oui. T'as une chance sur 2 de faire non, et t'as une chance sur 2 de faire, enfin, une chance sur 2 de faire non, dont une chance sur 4, donc de faire t'es mort, et enfin, j'exagère, hein, mais, et une chance sur 4 de faire, en fait, juste non, quoi. Non, je pense que si tu jettes un des 4, tu serres les fesses, quoi. Ouais. Et moi, quand tu m'as dit oui, les PNJ ont la même fiche que les PJ au niveau des trucs, tu fais waouh, mais enfin, c'est hyper désavantageux pour les PJ. Oui, cet aspect-là, oui.
Si tu fais 4 rencontres, je dis rencontres au sens large, pas forcément des combats, des rencontres sociales, machin et tout, dans la partie, tu as d'assez raisonnables chances de te retrouver dans des situations d'égalité où tu vas baisser ton dé d'un cran, sur des échecs désastreux où tu vas baisser ton dé d'un cran. Moi, ce genre de système, je le connais dans... Alors, il y a Cthulhu Hack qui utilise ce système-là pour les jets de torches, de santé mentale et de ressources. Si tu fais 1 ou 2, alors je crois que le plus haut truc que tu puisses avoir, c'est un D10, mais peut-être un D12, je sais pas. Mais si tu fais 1 ou 2, tu baisses ton dé d'un cran. Et si t'en as plus, si sur un D4 tu fais 1 ou 2, tu n'as plus la ressource. Oui. Donc tu ne peux plus l'utiliser. C'est pour ça que je te posais la question. Je fais, mais il se passe quoi si ton dé est à 4, il peut pas descendre en dessous. Ah, ok. Sur une campagne, tu peux remonter ton dé un dé d'un cran entre 2 sessions, c'est ça? Oui. Il me semble, je me souviens plus s'il y a cette limitation-là, j'ai oublié de prendre des notes là-dessus. Si t'as 2 dés qui ont baissé, t'es quand même un peu dans la merde, quoi. Tu démarres le deuxième scénar moins fort que le premier. Non, c'est pas précisé d'ailleurs, il n'y a pas de limite de préciser. C'est-à-dire que tu peux... L'exemple qui est donné, c'est par exemple si votre force a été baissée d'un des 10 à un des 6, tu peux t'entraîner pendant 1 heure pour le retransformer en D8. Donc là, il part du principe qu'il a été baissé 2 fois. Et refaire l'entraînement pendant 1 heure de plus lui met à sa valeur initiale de 1 des 10. Ah oui, donc effectivement, il n'y a pas de limitation, si ce n'est celle du temps passé à le faire. Quoi. Donc, en tous les cas, elle n'est pas mise en dur. Après, l'UMJ, comme d'habitude, vu quand même ça encourage à s'approprier les règles, l'AMJ pourrait dire, on limite d'une manière ou d'une autre. Quoi. Oui, mais bon, là par contre, là tu vois, j'ai envie de dire, c'est une erreur, je pense, du système. Oui. Parce que l'idée, c'est d'un monde en déclin et tout le monde va crever, mais en vrai, ça va, tu t'entraînes 1 heure, c'est bon. Mais bon, c'était les deux points, les 2 seuls reproches que j'allais faire au jeu, comme tu vois, quand même, qu'on peut être un peu nuancé quand même. Bien sûr. Sinon, dans l'ensemble, ça reste un jeu que j'apprécie. J'ai apprécié découvrir et faire jouer. Bon, après, il a un désavantage. On rappelle que l'un de mes gros coups de cœur rolistiques de toute catégorie préférée reste Stigmata, The Sinnoh Kill Fascist. C'est bien que les jeux soient différents. On va pas se mentir, il y a une ombre qui plane. C'est logique. Donc, voilà. Mais non, mais ça mis à part. En vrai, je sais pas pourquoi. En plus, c'est très ironique. Ce jeu de rôle m'a quand même donné une bouffée d'air frais. L'expression est drôle, le goût dans le contexte, mais je sais pas, je trouve qu'il est rafraîchissant. Peut-être son côté léger, avec les défauts que ça puisse avoir, c'est quand même l'avantage, d'être quand même assez parce que du coup, ça peut être quand même rapidement pris en main, faut quand même dire ce qui est. Oui. Ça a quand même cet avantage-là. Tu reparles de Stigmata, du coup, après avoir joué, moi ça confirme une intuition que j'avais déjà eue, c'est que pour moi, Stigmata fonctionne très bien dans ce qu'il veut raconter. Le problème, c'est que, à mon avis, il se trompe de sujet. Ce qui est possible. Stigmata parle d'une révolution qui n'aboutira probablement pas, et il ne parle pas des révolutionnaires qui la font. Oui. Et même avec l'extension qui rajoute les relations et tout, et moi je trouve que c'est vraiment un coup manqué. Alors je dis pas que White Sands le fait, c'est pas du tout mon propos. Non, c'est la discrétion, le retour. Parce que c'est vrai que du coup on avait eu l'occasion d'y jouer après coup. On rappelle que Stigmata, j'avais pas pu le faire jouer quand on avait enregistré. Ouais. On a joué après, on a fait une partie. Bon, c'était cool, ouais. Mais déjà, le fait qu'une scène doit absolument rentrer dans la catégorie combat, infiltration ou enquête me dérange un petit peu. En vrai, c'est ça. En vrai, j'ai mis le frein sur le comparatif, mais en vrai, White Sands et Stigmata sont un très bon comparatif, parce qu'il y en a un qui est très lourd et long, l'autre qui est très léger. Il y en a un qui est très rigide et l'autre qui est au contraire en mode inventer des règles. En vrai, il y a beaucoup de parallèles qui peuvent être faits entre ces deux jeux. Mais complètement. Non, mais c'est vachement intéressant. Alors bon, White Sands, j'y ai pas joué. Et je t'avoue que le principe est cool, mais le jeu a pas l'air fou. Je n'ai pas envie d'y jouer. J'ai pas forcément envie d'y jouer. Si l'occasion se présente, je vais pas dire non, tu vois. Mais de moi-même, je vais pas me dire, je vais prendre le manuel, je vais me le lire, je vais organiser une partie. Ça me tente pas particulièrement. Mais Stigmata, j'y ai joué, tu vois, j'étais très curieuse d'y jouer et je suis très contente d'y avoir joué, mais ça ne fait que confirmer ce que je craignais, à savoir, c'est un jeu qui parle d'une révolution en ne parlant pas des révolutionnaires. Totalement. Alors je dis pas, encore une fois, je dis pas que White Sands y arrive, mais le scénario clé en main du livre de base le fait. Oui, vu que c'est le sujet. Bah oui.
Et ce serait intéressant d'avoir un jeu un peu plus étoffé, alors sans être jusqu'à être un peu trop lourd, un peu trop rigide, voilà, mais d'avoir un jeu qui parle de révolution, enfin un jeu de révolution qui parle des révolutionnaires. Ouais. Parce que je suis désolé d'insister, mais c'est vraiment pas le propos de Sigmata. Non, c'est sûr. Ça parle de mission, ça parle de ressources, ça parle de relations diplomatiques avec des factions, mais ça ne parle absolument pas des gens qui font la révolution. Et voilà, ça me rend un peu triste, je dois bien le dire. Bah, maintenant, du coup, vous savez quoi faire maintenant. Proposez-nous des jeux. Trouvez d'autres jeux comme White Sun et Sigmata qui font l'entre-deux sur certains aspects, le meilleur des deux. Mais est-ce que Locus Solus n'avait pas fait ça avec son jeu de... Ah, j'ai plus le titre, bien sûr. Un jeu de bac à sable du quotidien dans un monde cyberpunk. Non, je l'ai pas lu, mais... Slices, voilà. Slices, un jeu de rôle cyberpunk de révolte et de tranche de vie. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire. En plus, c'est moi qui ai un petit peu dit si ça me ferait envie, ce serait cool que quelqu'un l'écrive. J'ai toujours pas, honte à moi, j'ai toujours pas eu le temps de le lire. En même temps, l'épisode les épisodes ont eu leur priorité pour le coup. Faut vraiment que je le lise. Et il y a un jeu, je crois, qui n'est pas sorti, c'est... Faut pas que je me trompe... Heartrunner de... je crois que c'est Valentin T. Qu'il a écrit, où le principe du jeu, c'est... Alors ça, je crois que ça joue avec des cartes, en plus, mais je dis peut-être des bêtises. C'est... donc t'es dans un monde cyberpunk, tu dois de l'argent à des gens, et pour pouvoir les rembourser, tu t'es fait implanter donc un cœur cybernétique, qui va te permettre d'utiliser ton adrénaline pour avoir des capacités, machin et tout. Donc tu es vraiment caractérisé par ça, et tu deviens donc un runner, mais un hard runner, du coup, qui va faire des missions pourries pour essayer de gagner de la thune, pour essayer de rembourser ta dette, en fait. C'est le principe du jeu, quoi. Et tout a un coût. Tout est payant. Ouais. Et alors, c'est pas... à proprement parler un jeu de révolution, mais c'est un jeu qui met l'humain et les décisions humaines au cœur de ce genre de situation un peu cyberpunk en l'occurrence, et en reprenant vraiment les codes de Shadowrun, mais en motivant immédiatement le fait que les personnages en face, et pas en disant démerdez-vous, pourquoi vous faites ça, on sait pas. Là c'est tu dois de l'argent, et vraiment ça commence, tu as une dette. C'est peut-être le premier élément qui est sur ta fiche de perso. Avant le nom de ton personnage ou tes capacités. C'est le fait que tu as une dette. Ouais. Donc, voilà, il y a des jeux un petit peu intéressants dans le domaine, je pense. Mais pour citer un homme politique qui aurait dû écouter ce qu'il disait, faites mieux. Ouais. Et puis celle-là un peu quand même. Hein. Ouais, un peu quand même. Ouais, j'avoue. En tout cas, le lien de Slices sera dans la description, et il y a un épisode de La Cellule, parce que on n'avait pas encore parlé de La Cellule, tiens, dis donc. D'ailleurs, il faut qu'on parle de La Cellule, enfin de Romaric Briand en l'occurrence, mais donc il y aura le lien de l'épisode de La Cellule où Valentin T fait tester Heartrunner. J'espère que c'est Valentin T, que je me trompe pas, il me semble que c'est lui. Mais fait tester Heartrunner, donc à Romaric, et à je ne sais plus qui, mais écoutez, vous verrez ça dans la description. C'était assez intéressant. Et donc je me fais mes transitions toute seule. Il faut bien qu'on parle de Romaric Briand, qui donc bien sûr avait relayé l'épisode sur Ex Nihilo, qui lui a beaucoup plu, vraiment, vraiment beaucoup. Donc il l'avait relayé à sa sortie, il nous a dit qu'il en parlerait dans ses lives à la rentrée, donc effectivement, le 2 septembre, il était en live, il a parlé de nous pendant un temps, avant de parler justement avec Valentin T, qui lui a mis des petites fessées pour quelque chose qu'il avait dit dans 3 Trolls. Je continue à me faire des superbes transitions comme ça toute seule. Franchement, c'est impeccable. Quand je suis très fatigué, je fais des transitions incroyables. C'est pas la première fois que ça m'arrive, et c'est assez bluffant. Moi-même, je suis stupéfaite parfois. Donc dans le live de 3 Trolls de la semaine dernière, donc ça devait être le 11, si je ne dis pas de bêtises, oui, probablement le 11 septembre, peu importe, eh bien, Romaric a de nouveau parlé de nous, donc un live qui était consacré à la critique de jeux de rôle, qu'est-ce qu'on critique, comment on critique. Un excellent live, en passant. Oui, j'ai enfin réussi à le finir en entier. Félicitations.
Tu as beaucoup d'autres lives des Trois Trolls, enfin beaucoup, pas tant que ça, mais il y a quand même un certain nombre de lives des Trois Trolls qui sont vraiment, je trouve, assez cool. Il y a une ambiance un peu plus posée que la cellule qui peut être parfois un peu austère. J'ai préféré Trois Trolls à la cellule pour l'instant des expériences que j'ai eues respectives, pour le coup. Ce qui est à peu près normal, mais tu n'as pas écouté l'épisode sur le Caire avec Fabien Ilvaille. Et c'était bel et bien le 11. Et donc pendant ce live des Trois Trolls, nous avons été quand même cités à la toute fin en référence de podcasts de critique, donc et nous sommes bien flattés. En tout cas, moi je le suis, je pense que toi aussi. Oh oui. En toute humilité d'ailleurs. Mais c'était bien cool. Donc enfin, voilà, Romaric a reparlé de nous au début et à la fin de l'épisode. Visiblement, la prochaine fois, il nous invite. C'est comme ça que ça se passe avec Ossium. Donc, oui, trois fois pour l'invocation. Hein. Sachant que j'ai envoyé le prototype de 2Z à Romaric Briand. Peut-être que, ma foi, ça va déclencher des choses. Oui. Vu qu'en plus, justement, c'était Romaric, je crois qu'il le dit dans Trois Trolls, que... Oui, vu qu'il parle de la cellule, idéalement, il préfère avoir l'auteur des jeux qui testent dans les lives pour en parler, pour pouvoir justement être sûr de l'attention. Donc, bon, peut-être plus de ce que j'entendais. Bon, j'ai bientôt fini d'écouter les podcasts de la cellule depuis 2018. Après, j'ai creusé avant 2018. Alors, pourquoi 2018 ? C'est pas juste arbitraire comme ça. C'est que le flux RSS que j'ai trouvé commençait en octobre 2018, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai écouté quasiment tout de la cellule depuis ce moment-là. Là, j'en suis à 2023 où Romaric commençait à faire des live Twitch et à mettre les rediffusions donc, sur les applis de podcast et donc sur le site de la cellule, enfin l'audio en tout cas des lives. Et là il disait que dans les lives il invitait des gens parce que c'était parfois un peu compliqué d'avoir du monde à la maison, on fait les loger avec les enfants, bon voilà, donc une fois peut-être dans un live de Romaric Briand, avec plaisir, l'invitation est ouverte en tout cas. En tout cas, je ne suis pas fermé à la question. Un peu comme je disais à Romaric en lui envoyant le prototype, je sais pas si ça justifie un épisode de la cellule ou quoi que ce soit, mais moi j'ai été quand même bien triste de ne pas avoir enregistré votre débrief à toi et à mon épouse. Parce que j'ai trouvé votre débrief vraiment génial. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Autant la partie, bon, pas j'ai trouvé nul, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Autant la partie, j'ai envie de dire, ça reste entre vous et il n'y a pas vocation à diffuser les parties de Zadel, enfin moi je trouve. Autant votre débrief, par contre, j'ai trouvé vraiment super intéressant. Donc j'avais hésité en plus à nous enregistrer, et puis je n'ai pas fait, mais je le regrette. Mais bon, c'est comme ça. On en parlera ici quand le jeu sera sorti d'une manière ou d'une autre. Clairement. Parce que c'est encore en prototype pour l'instant. Voilà, qu'est-ce que je regarde j'avais pris quelques petites notes. Oui, juste, j'ai beaucoup aimé le fait que la pollution qui rend la surface totalement invivable soit 100% self-human made. Je sais plus exactement quelle était l'expression, mais je trouve ça intéressant. Qui n'est pas une expression du bouquin, c'est moi qui l'ai improvisé comme ça. Ah, d'accord. Mais en tous les cas, c'est bel et bien fait par... c'est dû à la pollution, quoi. Oui, mais j'aime bien justement le fait que il n'y a pas une cause, un élément, un événement plutôt, je devrais dire, un événement précis qui a causé la situation. C'est non, en fait, la pollution a rendu le truc irrespirable, point. C'est pas spécialement clair de pourquoi à partir de 70 étages d'immeubles c'est bon, ça va, tout le monde va bien, quoi. Disons que comme dit, de toute façon, le lore a volontairement des zones d'ombre pour pouvoir donner de l'air à la MJ. Non plus. Non, mais après, bon, ça fait partie de la suspension de l'incrédulité. Il n'y a pas de souci, tu vois. Les 70 étages, c'est pour avoir cette esthétique-là de tour, d'avoir cette idée-là du gars super riche en haut de sa tour qui contemple la ville, enfin voilà. Non, puis voilà, en l'occurrence, l'air est saturé de microtoxines. Bon, ces toxines, il suffit qu'elles soient, qu'elles aient une densité qui soit importante. Du coup, effectivement, elles sont ras du sol. Oui, mais il y a du vent, mais oui, le fait est que oui, le fait, c'est ce que ça veut dire, mais je trouve ça un peu étrange que les choses relâchées dans l'air retombent, mais pas pour faire un empilement comme de la suie par exemple, tu vois, mais reste dans un gaz, mais en bas quoi quand même, quoi. Ouais, après voilà, ça me choque pas pour le coup. Dans densité des gaz. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est le principe des nuages. Au-dessus des nuages, les nuages, il faut une ligne. Voilà. C'est même le principe de l'atmosphère dans son ensemble, d'ailleurs. Oui, absolument. Mais il n'y a pas une énorme différence d'atmosphère entre le niveau de la mer et 200 mètres de haut. Oui,
C'est plus ça. C'est vrai. Tu me Oui, dirais non, à oui, 1 effectivement. km de haut, je te dirais ok, 1 km, ça commence à faire beaucoup. Mais quid des villes en montagne, par exemple, tu vois C'est vrai. Est-ce que la pollution suit le relief de la montagne tel un cheval de Skyrim? Pour anecdote, il y a l'un de mes jokes qui, justement, avait compris, enfin avait mal compris, enfin, donc tout c'était pas précisé, c'est pas que c'était mal compris, mais avait, fait la conclusion, non pas que c'était que les élites ne vivaient pas dans des, hauts buildings, mais vivaient dans les montagnes, justement. Oui. C'est ce qu'elle avait compris, Ouais, du ouais. texte, préalable. Oui, tu pourras hacker un peu le truc pour faire un truc à la Fallout, à savoir des gens qui vivent dans un village de montagne, Mmh. qui donc sont pas du tout concernés par ce truc-là, et je sais pas, un jour il manque une ressource, donc faut aller dans les terres contaminées Ouais. d'en bas pour aller la chercher. Ça peut être sympa, ouais. Et de confronter ces gens-là donc à ce qu'est devenu le monde. Si ça se trouve, eux, ils cultivent de la plante dont j'ai déjà oublié le nom, je suis désolé. Iggy. Iggy. Enfin et encore c'est le diminutif, hein, mais voilà. C'est Emigrafix exotica, précisément. D'accord. Eux cultivent les Migrafix exotica tranquillement, ça fait vraiment partie de leur culture, tu vois, alors qu'ils en ont plein et ils comprennent pas vraiment les enjeux. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Mais donc voilà, c'était White Sands. Moi, en tout cas, j'ai fait tout ce que j'ai dit, tout ce que j'avais à dire dessus. Ouais, bah écoute, a priori, moi aussi. Techniquement, tu as déjà répondu à la question de est-ce que ça t'a donné envie d'y jouer? Bah, ça m'a pas donné envie de lire le manuel, même s'il est court. Mmh. Mais de faire une partie, pourquoi pas, mais franchement sans plus quoi. Mmh. Vraiment, si l'occasion se présente, tu vois, c'est pas que le jeu me rebute, Mmh. c'est que le jeu ne m'attire pas. Voilà, c'est C'est plus, ça. tu vois, j'ai un rapport assez neutre au jeu. S'il y a une partie, bah ma foi, pourquoi pas. Si c'est ça et rien d'autre, bah ouais, ce sera ça, y a pas de problème. Si c'est ça et d'autres trucs, bah, potentiellement, ce sera d'autres trucs quoi. J'ai pas une appétence particulière pour ce jeu, quoi. Et toi, du coup, tu aurais envie de retenter l'expérience, d'écrire un scénario peut-être plus difficile? Honnêtement, pourquoi pas? Notamment écrire, notamment écrire les scénarios qui font suite, scénario Ouais. introductif. Ouais. Mais ce serait pas forcément dans ma priorité. Ouais, j'entends. Typiquement, White Sun serait sur ma liste, des jeux, tu sais, un peu plus légers, tu vois? Imaginons que je me mette parce que j'ai plusieurs projets en tant qu'AMJ qui sont tous bloqués pour pour des raisons différentes. Ouais. Toutes sont des systèmes qui sont un peu lourds parce que j'ai du donge, j'ai des projets de campagne de donge. J'aimerais bien masteriser du Sigmata. Enfin, tu vois, c'est des trucs un peu lourds Oui. et White Sun, ça peut être ce petit jeu pour ouais, dans un creux, tu vois? Pour faire quelque chose de léger entre-temps. Bah ouais, carrément. C'est plus à cette place-là que White Sun pourrait être, dans ma ludothèque pour le coup. Mhm. Mmh. Non, mais après, oui, l'avantage, alors, je persiste à dire que, enfin, à moins de vraiment le jouer en campagne longue, le système de jeu, et encore, le système de jeu est encore trop lourd pour ce qu'il veut. Mmh. Parce que vraiment, ce coup d'avoir les dés qui diminuent, machin et tout, et bon, concrètement, hein, tu vas les réinitialiser entre chaque scénario. Mmh. 1 heure pour un cran de dés, bon voilà, je veux dire, C'est faisable, hein, clairement. c'est largement faisable. Il suffit qu'il se passe, je sais pas, 2 jours, et puis c'est bon, quoi. Enfin, On rappelle qu'une feuille exit te fait 4 heures de respiration. oui. Ouais, je pense qu'un système plus simple et quitte, tu vois, à dire, les PJ sont immunisés au gaz. Mmh. Peut-être qu'ils se battent pour leurs proches, peut-être qu'ils se battent pour la justice, tu vois, pour un idéal ou pour quelque chose qui est concret. Bah, ce serait peut-être plus intéressant. Ouais. Du coup, ça en ferait des sortes de super soldats. On va recommencer à faire un parallèle avec Sigmata, c'est infernal, hein. Oui, bien sûr que non, mais enfin, honnêtement, c'est pour pas avoir à gérer ce truc-là Mmh. et se dire on simplifie en fait, on coupe le système. Et c'est dommage parce que enfin c'est dommage. Quelque part, c'est dommage parce que la proposition est hyper intéressante, mais avoir justement seulement les personnages qui sont immunisés et c'est leur seule différence avec un être humain normal. Hein. Oui, d'ailleurs, un truc quand même que ça j'ai pas précisé, pourquoi j'ai souvent fait la référence à l'épisode que quand même, les faits existent, c'est un non-problème dans un scénario. Oui, parce que, dans le scénario clé en main, c'est vrai que je l'ai pas précisé, il y a une carte de la ville. Alors sachant que, une fois encore, vu que le lore est assez libre, elle peut changer, d'une campagne à l'autre, ça va être un petit peu Oui. voilà. Mais toujours est-il que la seule carte de la ville, qui s'appelle juste la ville d'ailleurs, qui est présente dans le manuel, sur cette carte-là, qu'on voit en entier, il y a les points du scénario qui sont, précisés et il y a 2 points notamment du scénario dont on sait dans le texte qui sont
relié par 15 minutes de marche à pied. Donc à partir de ce moment-là, Ah je fais oui. une échelle et de cette échelle-là, j'ai quand même à peu près défini qu'en 4 heures, tu fais le tour périphérique de la ville, en fait. Ouais. Donc bon, voilà, pour ça, je disais en soi Oui, mais bon, après, marcher dans une ville, c'est pas toujours aller d'un point A à un point B, non, mais surtout en fonction de ce qui se passe. Voilà. pour dire que, sachant qu'à chaque lieu, chaque personne peut potentiellement chercher des enfin, voilà. Je dis pas qu'il y a pas de moment où ce serait pas un enjeu, mais c'est beaucoup moins un enjeu que ce qu'on pourrait penser, sachant que la privatisation de l'air est quand même le sujet du truc du schmilblick. Oui, mais parce que pour moi, le jeu manque effectivement de dire, chercher dans un truc, ça prend 2 heures. Mmh. Ah là, si ça prend 2 heures, tout de suite, t'as intérêt à faire un bon jet. C'est ça. En vrai, ça manque de ce côté de survie. Oui. Je pense qu'on peut carrément comparer ça à un jour de plus. J'allais le dire, mais j'ai eu un doute au dernier moment sur le nom, tu vois? J'ai eu un doute sur le nom. Mais oui, totalement. Parce que pour la peine, un jour de plus, le temps que tu passes à fouiller va modifier la qualité de ton jet de dés. Mmh. 1 heure de fouille, c'est +1 sur le jet. Quand tu sais que le truc ultime, c'est à partir de 25, et qu'au mieux, tu jettes un des 12, Mmh. et je vais fouiller pendant 15 heures, on va voir ce qui se passe. D'ailleurs, on pourrait utiliser le lore et la prémisse de White Sun pour faire un contexte, d'un jour de plus. Un hack d'un jour de plus. Bah oui, carrément. Ouais. Parce qu'une fois encore, hein, l'idée, la prémisse de White Sun est géniale, hein, je trouve, enfin génial pour une dystopie, hein, bien sûr, mais voilà, oui. Non, c'est effectivement le cadre, je trouve extrêmement puissant Mmh mh. et même très visuel, quoi. Des galériens en masque à gaz dans un nuage de brume avec des mecs en costard en haut des tours qui les regardent, ils peuvent pas les voir. Oui, parce que je l'ai jamais précisé, hein, mais la contamination est assez opaque, hein. On voit rarement la lumière du jour. Je crois que tu as appelé ça le fog. Voilà, donc ça veut tout dire. Le smog, pour le coup, mais Le smog, oui, le smog, voilà. C'est le brouillard anglais quand même. si ce n'est, si je me permets, que le smog, c'est spécifiquement un brouillard qui est dû à la pollution. J'entends des fans de Pokémon qui m'insultent par rapport à Smogogo, bien sûr. J'y avais même pas pensé, mais oui, effectivement, ouais. Ok, eh bien Ouais. écoute, si on n'a rien de plus, on peut passer à la question de la FAQ que je m'en vais te lire. Une question de Antred. Ça faisait longtemps. Si vous pouviez être transporté dans un univers de jeu de rôle de votre choix, ce serait lequel? Et si c'est pas indiscret, si c'est indiscret, tant pis, on arrête. Si c'est pas indiscret, pourquoi cet univers particulièrement? Alors moi, pour le coup, la réponse va être très simple. Oui, je sais, on n'a pas l'habitude, mais je vais véritablement me contenter d'une seule réponse, pour le coup. Moi, ce serait l'univers de Masque, nouvelle génération. Ah ouais, Mmh. pas mal, effectivement. Et vraiment parce que j'ai dû me contenter d'un système de jeu de rôle, parce que sinon je serais carrément allé côté manga/animé, je serais carrément parti sur, My Hero Academia, hein. C'est l'idée qu'un monde assez lumineux avec, justement des super pouvoirs, surtout le fait que ces super pouvoirs soient assez répandus. Ouais. J'aime beaucoup ce concept, j'aime beaucoup cette idée que ce soit quelque chose de commun à différents niveaux. Mais ouais, mais du coup, oui, en termes de jeu de rôle, Masque, clairement. La lumière, par pitié. On dirait pas, hein, surtout quand on voit les derniers jeux que j'ai pu chroniquer, mais non, j'aime bien les trucs un peu lumineux. Ah bon? Enfin, surtout pour être transporté, soit en passant, mais Alors moi ma réponse va être longue par contre, puisque l'épisode n'allait pas assez. 2 choses en préambule, un truc un peu long d'abord, parce que je suis obligé. Donc c'est la deuxième question de Unthread sur les univers à laquelle je réponds. Mmh. Et donc déjà la première fois j'avais dit, à chaque fois qu'on va parler d'univers, je vais dire les univers en jeu de rôle, voilà c'est pas bien et tout. Donc je vais spécifier ma pensée là-dessus une bonne fois pour toutes, comme ça je pourrais renvoyer à cet épisode ultérieurement, afin qu'on ne comprenne pas ma réflexion de travers. Et encore une fois, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, c'est mon point de vue. Moi, quand je parle d'univers de jeux de rôle, j'entends des pages et des pages de lore, et en telle ville, il y a tant d'habitants, et dans la rue du chameau qui tousse, il y a l'auberge du crapaud pendu, et là-dedans, le tavernier, il s'appelle Robert, et la spécialité du coin, c'est la liqueur de frimousse, qui est composée de ceci, qui a une teneur en alcool de machin, et tout. Pour moi, c'est ça un univers, et je trouve ça affreusement chiant. Moi, j'appelle ça une encyclopédie, en fait. oui. Et c'est la raison pour laquelle j'adore ça d'ailleurs, hein. De toute façon, il y a pas de secret, hein. Oui, mais le problème, c'est que ça génère une asymétrie terrible entre quelqu'un qui maîtrise et quelqu'un qui découvre. Oui. Et tu ne peux pas résoudre ça. Totalement. J'ai jamais eu l'occasion de le faire à notre table, mais c'est quelque chose que j'ai toujours dit qui, le cas échéant, serait à faire. Je prends jamais pour acquis les rares connaissances que je peux avoir sur le bestiaire de donjon, par exemple. Ma première question serait: «Mais est-ce que mon personnage le sait?» Bah oui.
Ah, ça dépend. J'ai failli faire le dernier scénario qu'on avait fait où il y avait des loups-garous. Puis j'ai pas eu l'occasion. Personne n'a pris les devants. Mais voilà. Oui, c'est allé assez vite. Mais Un voilà. petit peu rapide. J'y ai pensé en tant que personne, mais à aucun moment je l'ai évoqué parce que mon personnage avait, de mon point de vue, aucune raison d'y penser. De tête, il me semble que c'est dans les règles de Donge que si un joueur sait quelque chose sur l'univers, le personnage le sait par défaut. Genre les dragons rouges crachent du feu, tout le monde est censé le savoir. Après, voilà, savoir que le dieu des dieux a un supérieur et qu'ils sont plusieurs, en fait, dieu des dieux, ça peut-être pas, a priori. Ouais. Encore que le lore a changé là-dessus. Voilà. Et pareil, alors les changements de lore d'une édition à l'autre du jeu, mais alors, au secours, pendez-moi, quoi. Mais bon, donc voilà, un univers de jeu, pour moi, c'est ça, c'est ces trucs encyclopédiques qui vont pénaliser les joueurs qui découvrent. Ah bon, dans cet univers, les trolls se changent en pierre quand le soleil se lève. Ah, mais on s'est battu toute la nuit alors qu'on aurait pu juste casser leur statue au matin. Ben ouais. Et tout le monde le sait. Ben ouais, mais toi tu le savais pas. Parce que t'es un joueur. Alors que le fermier à côté, il est au courant. Je trouve ça absolument dégueulasse, personnellement, tu vois. Ouais, mais enfin, là, je les ai mis si dans un univers, il est acté que c'est quelque chose que tout le monde sait, dans ces cas-là, la MJ, doit être l'informer, en fait, tout simplement. Si c'est quelque chose qui est considéré comme su par la population. Normalement, oui, mais je t'assure que ce n'est pas systématique. Oui, dans ces cas-là, c'est plus un problème de MJ qu'un problème d'univers. Alors, je dis pas c'est une exception extrêmement rare. Je dis, au contraire, c'est pas si souvent, enfin, dans du jeu de rôle classique, puisqu'on parle de MJ, donc forcément, le jeu de rôle classique. Non, les MJ qui donnent les évidences, malheureusement, il y en a pas tant que ça. C'est même pour dire, je sais plus dans quel jeu c'est, je crois que c'est dans Anima. Oui, c'est dans Anima. Tu as un don pour que le MJ te donne des conseils de bon sens comme ça. Vous avez pas réussi à me dégoûter d'Anima par rapport à son côté trop matheux. T'as réussi grâce à ça, dis donc. Ouais. C'est-à-dire tu dois dépenser, je crois que c'est 1 point de création. T'en as 3. Merde. De base, mais vraiment. 3 points. Tu dois dépenser 1 point pour que le MJ te dise, je crois que ça s'appelle sens, alors c'est plus c'est sens commun, un truc comme ça, je vérifierai. Mais si tu t'apprêtes à faire un truc stupide, le MJ te dit non, tu penses que c'est pas une si bonne idée que ça. Il y a aucun monde où c'est acceptable ce genre de truc. Eh bien si, dans le monde des éditions Edge. Putain. Mais bon, c'est pas le moment pour en parler. Un jour, Anima, un jour. Donc, voilà, les univers de jeux au sens encyclopédie et tout. Alors, à l'exception notable des jeux à secret, qu'on soit bien d'accord. Mais du coup, un jeu à secret doit avoir un univers qui est assez proche du nôtre. Oui, nécessairement. Pour que justement les secrets soient les choses qui diffèrent. C'est ça. J'ai peur de donner un exemple et de spoiler des trucs du coup. Mais tiens, Vampire la Mascarade par exemple. Je dis pas que Vampire est un jeu à secret, mais imaginons qu'on joue plutôt Hunter the Reckoning. Imaginons qu'on joue des gens qui ne sont pas encore des chasseurs et qui vont être confrontés à des événements surnaturels. Même limite, on te fait croire qu'on joue à du Cthulhu, tu vois, par exemple. Et en fait, tu vas jouer à Hunter. Et voilà, le fait d'apprendre qu'il y a du surnaturel et tout, t'es dans l'autre monde et t'apprends qu'il y a du surnaturel et que c'est une menace et que voilà, va falloir se battre contre potentiellement. Oui, je dirais que c'est un secret. Oui. Mais ça fonctionne d'autant mieux. Alors après, attention, je dis pas qu'il faut absolument que ce soit dans notre univers et tout, mais il faut que ce soit quelque chose de assez souple, assez léger. Pour moi, faut pas que ce soit déjà un monde totalement encyclopédique, sinon... C'est ça. Tu dois déjà apprendre l'encyclopédie du monde pour ensuite comprendre qu'il y a des choses qui sont pas vraies. C'est ça, parce qu'il y a des jeux qui ont pas vraiment un univers en tant que tel, qui n'ont pas un univers encyclopédique, tu vois, comme tu le situes, mais qui est plus comme une esthétique globale. Bah, typiquement, j'ai cité Masque. Masque, c'est le cas de Tales from the Loop aussi. C'est ce que j'allais dire après, mais oui. Il n'y a pas vraiment, voilà, c'est pas encyclopédique, mais il y a un... Voilà. Il y a un cadre d'univers. Il y a un setting, il y a un cadre. Voilà. Et donc, c'était la suite de ma position là-dessus. Donc, moi, les univers encyclopédiques, c'est non merci, à l'exception notable des jeux à secret, mais encore une fois, si c'est suffisamment proche, je vois genre Delta Green, par exemple. C'est notre univers avec, il y a des guerres de factions invisibles, et que les personnages vont peut-être même pas apprendre, au final. T'as un lore qui est très riche, très très riche, et a priori les personnages vont même pas en avoir conscience de ce truc-là, mais voilà, pour moi c'est un bon univers de jeu. C'est notre monde avec des tas de trucs que tu sauras jamais dedans. Oui. Mais du coup, effectivement, les univers encyclopédiques, moi ça me saoule parce que
il y a trop de jeux. Donc, si chaque jeu avait 250 pages de lore, mais chaque jeu, genre White Suns, 17 pages de règles, 250 pages de lore. T'imagines Nécromancie hérétique, 10 pages de règles, 250 pages de lore. Moi, j'y joue pas. Hein. J'ai pas le temps de lire ça. Mais donc, par contre, voilà, les univers, dans ce sens-là, d'encyclopédie, c'est pour moi à la poubelle. Par contre, un cadre de jeu, genre, c'est un univers de super-héros qui se passe dans une ville qui s'appelle Alcyon City. Ok. C'est une romance entre un prince et un sorcier noir dans un univers à définir qui peut être médiéval comme spatial, peu importe, les seuls trucs, c'est ce truc-là. C'est un univers dans une espèce de fantasy dystopique, enfin pas dystopique, mais ni dystopique, ni uchronique, des années 80 alternatives du turfu, quoi. C'est un univers où il y a un médicament qui peut te permettre de te souvenir de souvenir du moment de ton passé que tu as enfoui au fond de toi. C'est ça. Enfin, en tout cas, que tu as oublié. Tu n'as pas forcément enfoui. Voilà. Tu peux choisir de l'enfouir à la fin de la partie. Mais... C'est un univers où il y a deux personnes qui se retrouvent dans un lieu de transit et qui boivent un café. Oui. C'est un univers cyberpunk dans lequel les gens vont faire des missions pour gagner leur vie, et des missions à la limite de la légalité. C'est un univers qui est semblable au nôtre, mais où il y a des créatures fantastiques, etc., etc. Et n'hésitez pas dans les commentaires à jouer, à deviner quel jeu on a évoqué à chaque fois dans ces phrases-là. Ça fera des commentaires, ça fera de l'engagement. C'est vrai. Après, c'est pas bien compliqué. Le dernier, c'était Vampire. Je donne un indice, le dernier, c'était Vampire. Non, mais parce que le problème, c'est que le dernier peut correspondre au bas mot 1 millier de jeux, je pense. Donc, à peu près. C'est pour ça. Je préfère le donner, celui-là. Et là-dessus, moi, c'est pour ça que j'aime bien jouer au PBTA. Mener, c'est un autre débat, mais j'aime bien jouer au PBTA parce que, globalement, t'as plus un cadre qu'un univers. Totalement. Et voilà. Donc, voilà. Cela étant dit, c'est ma posture par rapport aux univers de jeu. Je n'aime pas les univers de jeu parce que j'ai pas le temps. J'ai un enfant de 5 ans et demi qui m'empêche de lire plus de 2 pages consécutives. Donc, si tu veux que je lise 250 pages de lore sur la géomancie appliquée à la jungle équatoriale sous le joug d'un dragon, ça va être un petit peu compliqué. Non, mais sûrement. Mais je te dis juste que je pourrais jamais lire ça. Physiquement, je veux dire. Je pourrais... En ne pouvant jamais enchaîner plus de 2 pages d'affilée, je pourrais jamais lire ça et comprendre ce que je lis. Voilà, c'était mon premier préambule à la question, qui est quand même important. Et donc, je réponds quand même à la caricature qu'on a fait de mon discours. C'était de dire, oui, donc, si on t'écoute un jeu de rôle, ce n'est que lancer des dés. Non, parce que déjà, il y a toute la partie interprétation du personnage qui ne fait pas partie de l'univers. Et puis, comme on a dit, il y a les contextes de jeu. Et effectivement, le cadre et le contexte a son importance. Mais un truc figé, écrit à l'avance, et qui fait 300 pages et qu'il faut que j'ai ingurgité avant la partie, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est plus intéressant en roman. Exactement. C'est ce que j'allais dire un peu plus tôt. J'appelle ça un livre, moi, pas un jeu de rôle. Après, tu peux avoir des jeux de rôle dans l'univers des livres. Bon, ils sont pas toujours d'une excellente qualité. The Witcher. C'est un contexte très particulier pour le coup. On en parlera, j'en ai plusieurs dans ma liste de potentiels jeux de rôle inspirés dérivés d'œuvres. Très bien. Deuxième préambule à ma question. C'était quand même un truc très rigolo. J'y ai pensé là, en faisant le truc, je me suis dit, mais j'ai déjà répondu à cette question. Et c'était pas dans la FAQ. Sache que dans le RPG-ED 2022, c'était la question numéro 11. Donc j'ai répondu le 11 août 2022 sur Facebook. Et la question était si tu pouvais vivre dans l'univers d'un jeu, ce serait lequel ? Et je vais lire ma réponse, puis je vais peut-être la nuancer un petit peu, la fois on ne sait pas. A priori pas tant que ça, parce que j'avais oublié ma réponse et je dis ah ouais, c'est exactement ce que je pense. C'est pratique. Donc ma réponse était la suivante. Franchement, un jeu mignon et sympa, genre Ryutama ou Prosopopée. Peut-être plutôt Ryutama quand même, parce que Prosopopée est un peu trop morcelé à mon goût. Effectivement, c'est juste, on le rappelle, allez écouter l'épisode quand même, parce que c'est mon épisode du cœur de l'amour. Mais Prosopopée, ce sont des peintres magiques qui font des tableaux, et en fait, tu rentres dans un tableau, et un tableau, c'est un monde.
Au final, Super Mario 64, Mario 64 n'avait pas inventé grand-chose. Enfin, c'est l'inverse, mais c'était précurseur. Je continue à lire ma réponse. Ryutama, c'est mignon, on ne risque pas vraiment de mourir, et il y a plein de choses à faire et à voir. Et c'est marrant parce que je t'ai dit ça quand on a choisi la question. Je finis de lire ma réponse il y a 3 ans. Je me demande combien de gens ont répondu des univers hardcore, genre Warhammer ou Vampire la Mascarade. Ces gens-là ne comprennent sans doute pas qu'ils se feraient tuer en quelques secondes. Bah, clairement. C'est pour ça d'ailleurs que la liste de mes jeux de rôle préférés et la liste des univers de jeux de rôle dans lesquels j'aurais envie d'aller est très très différente. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais, bien sûr. Moi c'est pareil, celui en passant. Mais Ryutama, oui, c'est un super univers. Je pense que j'aimerais y vivre. Alors, quelle était précisément la question de ça? Si vous voulez être transporté dans un univers de jeu de rôle de votre choix, ce serait lequel? Ryutama, ouais, j'aimerais bien y être, mais je pense que le côté médiéval fantasy me saoulerait assez vite, en fait. Ouais. Autant, vraiment, si je devais être dans un univers de médiéval fantastique, ce serait celui de Ryutama, mais j'aimerais autant ne pas être dans un univers médiéval fantastique, en fait. Et du coup, maintenant, je suis bien embêté, parce que je viens plus ou moins, oui, en relisant ma réponse, du coup, il y a 3 ans, j'ai ce truc-là qui me vient, et j'ai pas vraiment de réponse. Je réfléchis, du coup, vite fait, mais quelle serait ma réponse? Eh bien, si jamais j'aurais potentiellement une autre réponse alternative d'ailleurs. Bah vas-y, enfin moi je vais dire ma réponse sera sur le Discord, comme ça vous êtes obligés de venir. Non, je la mettrai en commentaire. Enfin, je la mettrai peut-être dans la description, même si j'ai la place, parce que je suis limité en nombre de caractères. Et sinon, au pire, ce sera en commentaire sous la vidéo YouTube. Ma réponse, ça reste Masque, une nouvelle génération sans aucun doute. Mais une réponse alternative, ce qui est pas tant l'univers dans lequel j'aurais envie d'être, mais un univers qui me dérangerait pas d'être, c'est un peu facile comme réponse, ce serait l'univers de Monster of the Week. C'est notre univers, mais en plus tu peux faire de la magie. Bon, il y a des créatures, c'est vrai, mais en plus c'est possible de faire de la magie. Oui, mais tout le monde n'est pas capable d'en faire. Le problème, il est là. C'est bien sûr, mais voilà. Être transporté dans un univers de jeu de rôle, ça ne veut pas dire qu'on est un héros de cet univers. Oui, mais d'accord. Mais disons que c'est un peu ce côté, c'est en absence, si j'avais pas su répondre à la question, en absence de réponse plutôt évidente à la question, celle-ci a le mérite d'être un peu comme notre monde à quelques nuances près, tu vois. Oui, c'est surtout ça. Oui, dans ce sens-là, oui, bien sûr. Non, vraiment, je réfléchis. Je vais regarder la liste des épisodes à tout hasard, des fois que ça m'inspire un truc, mais... Je fais ça quasiment à chacune des questions FAQ. La Land of the Dead, ce serait drôle quelque part, mais j'aimerais quand même pas y vivre. Oui, non, bah oui. Non, parce que si tu as par là, moi j'adore Libreté, mais non merci, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Oh, non, le monde de billes et d'acier. Oh mon Dieu, quelle horreur. Quel enfer, ouais. Tout cramé. Ouais. Alors, parmi tous les jeux qu'on a fait, je pense que Magie de minuit, c'est celui que je préférerais. Oui, en vrai. Parce que le fait de me dire que même si le mal triomphe temporairement, il y a des escouades du bien qui viennent redresser les torts. Tu vois, rien que ça me ferait énormément de bien. Tu vois, ouais. J'ai fait répondre Magie de minuit, qu'on se le dise. Ça faisait partie de mes... Magie de minuit, ouais, ça me plairait bien. Alors, parmi tous nos épisodes, je dirais Magie de minuit. It's the Reich aussi. J'aimerais beaucoup que des vampires aient été envoyés pour tuer Hitler pendant que la France était occupée. J'aurais trouvé ça vraiment stylé. Puis en plus, c'est que s'ils ont fait ça, on peut s'imaginer qu'il y a eu d'autres missions dans les années qui ont suivi. Je l'ai dit, du coup. Dans les annexes d'It's the Reich, ils proposent d'autres missions, notamment de tuer le roi d'Angleterre. Parce qu'on rappelle qu'ils sont anglais. Mais il y a le roi orange aussi qu'il faut aller éradiquer, mais pas que, mais pas que, du tout. Voilà, faut que je fasse un teasing pour le mois prochain, du coup, maintenant. Yep, pourrait être pas mal, si tu en as, bien sûr. Alors, j'en ai pas, naturellement. Si tu peux en improviser un, bien sûr. Je peux, bien sûr, je peux en improviser un. Je suis dans un état de fatigue suffisant pour improviser ce que tu veux. En témoigne la longueur de l'épisode. Pour un épisode qui devait être court, j'ai quand même beaucoup pris la parole. C'est toi qui montes, donc bon. Alors, sous réserve que je ne change pas au dernier moment de jeu, mais je pense que je vais garder l'ordre que j'avais prévu, donc tu sais de quel jeu je vais parler. Pour le mois prochain, nous allons
nous concentrer sur quelque chose qui ne se joue pas très souvent en jeu de rôle, à savoir l'attente. Alors évidemment, il ne s'agira pas que de jouer l'attente, mais il s'agira quand même beaucoup de jouer l'attente. Est-ce qu'on va jouer l'oncle aussi ou pas? Ah bah non, il est mort. Ah. Et un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est vrai. Tu veux pas garder ça pour l'épisode de mai, non? Non, parce que j'ai laissé sous-entendre à l'auteur du jeu. Ah, c'est un autre indice. J'ai laissé sous-entendre à l'auteur du jeu qu'on ferait un épisode sur lui, sur ce jeu-là même dans l'année. De toute façon, en mai, c'est moi qui fais les épisodes. Et puis en mai, fais ce qu'il te plaît, de toute façon. Voilà. Après, franchement, je pourrais improviser un truc un peu plus poétique. Nous attendrons en essayant de ne pas voir le monde en noir et blanc. Ça fera sens quand j'expliquerai. Mais je vais le garder. Ce deuxième teaser est bien aussi. Je laisse les deux. Eh bien, je pense qu'on peut dire au revoir. On peut dire au revoir, on peut conclure, et puis... Profitez de votre vie tant qu'elle n'est pas privatisée. Ouais. Respirez un bon coup, sortez dehors, prendre l'air. Vrai conseil à prendre en compte d'ailleurs tout en passant. Hein. Prenez l'air au moins une fois par jour. Allez marcher un petit peu quand on peut. Ça fait du bien. Ouais. Malheureusement, tout le monde n'est pas égal là-dessus. C'est sûr. En tout cas, prenez bien soin de vous. Ne laissez pas le capitalisme vous voler votre bonheur et votre vie. Et bisous, bisous. Bisous, bisous. One big body, no one's taking a back. One big body, no one's
Et donc, ils n'ont pas fait que commémorer l'anniversaire des 2 tours. Je ne garderai pas cette blague au montage. Parce que je ne l'assume pas du tout. Peut-être pas, non. Mais... je n'ai plus aucun filtre. C'est pour ça que je fais des transitions parfaites et des blagues horribles. Ah bah, j'espère, parce que si là il y a un filtre, je ne veux jamais croire le sans filtre. Hein. Oui, c'est sûr. Enfin, évidemment, c'est sans alcool. Ça pourrait être pire, je suppose.